Bien, bonsoir à tous. Nous allons démarrer cette soirée. Peut-être que d'autres personnes vont nous rejoindre. Nous avons une vingtaine de personnes qui nous suivent à distance par Zoom. Bienvenue à tous. Donc, je suis Dominique Pelou-Praillé, le président des Semaines sociales de Rueil, et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie l'ensemble pastoral de Rueil qui nous accueille dans ses locaux. Et puis, donc, je salue ceux qui nous suivent à distance par Zoom ce soir, notamment quelques élèves des prépas de Danielou. Voilà. Alors, la vocation des semaines sociales, c'est d'être un lieu de réflexion et de dialogue en vue de l'action pour le bien commun, dans l'esprit de la pensée sociale chrétienne. C'est ce qui nous a amené en octobre dernier à nous interroger sur les évolutions actuelles du travail et de notre rapport au travail. Et vous pouvez trouver sur le site internet des Semaines sociales de Rueil le replay de cette soirée d'octobre. À ce moment-là, nous avions mis de côté la question de la rémunération du travail pour mieux l'aborder ce soir, en l'élargissant à la question du revenu que notre société pourrait ou devrait accorder à chacun pour qu'il puisse vivre dignement, que son activité d'ailleurs s'inscrive dans l'économie marchande ou qu'elle soit bénévole. Vous avez pu trouver sur notre site internet quelques éléments chiffrés qui rappellent quelles sont les définitions de la pauvreté, puisqu'il y en a plusieurs, qui y est soumis en France, comment est partagée la richesse produite par les entreprises et quels sont les effets de la redistribution sur les niveaux de vie. Avec nos deux intervenants que je vais vous présenter dans un instant et que je remercie beaucoup pour leur disponibilité, nous allons examiner ce que pourraient être des réponses à cette situation. Donc, la soirée sera structurée de la façon suivante. Nous allons entendre les exposés d'une demi-heure environ chacun, pour chacun de nos intervenants. Puis nous aurons un petit temps de débat et ensuite nos intervenants répondront à vos questions écrites que vous pouvez poser sans attendre la fin des exposés avec deux modalités différentes. Si vous êtes dans la salle, dès que ça vous vient, eh bien, vous écrivez votre question sur la partie ad hoc du petit livret qui vous a été remis à l'entrée. Et cela sera ramassé et transmis au fur et à mesure à la table des questions où Benoît et Olivier regrouperont et synthétiseront les questions pour qu'on puisse en traiter le maximum. Et si vous nous suivez par Zoom, eh bien, vous pouvez également vous poser vos questions par la fonction conversation en bas de l'écran et vous envoyer votre message à tout le monde pour que Olivier et Benoît puissent également en prendre connaissance. Voilà. Je remercie également la librairie Dédicace qui nous présente avec nous ce soir et qui pourra offrir à la vente les exemplaires de l'ouvrage de Marc de Basquiat sur l'ingénieur du revenu universel dont il va vous parler. Donc, je voudrais maintenant vous présenter nos deux intervenants. Marc de Basquiat est un ingénieur diplômé de Supélec avec une formation complémentaire en économie qui l'a amené à soutenir en 2011 une thèse de doctorat sur le sujet du revenu universel, sujet qu'il défend depuis, et notamment en tant que président depuis 2014 de l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, l'AIRE. Donc, ce revenu universel est un objet de débat et d'expérimentation dans plusieurs pays du monde. Alors Marc, vous avez rencontré, je crois, à ce sujet beaucoup de parlementaires, des ministres, des syndicats, des associations, avec des moments où le sujet a percé dans le débat politique, comme la candidature de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, mais avec une proposition assez différente, ou bien comme ce rapport favorable du Sénat en 2016, ou bien le vote très majoritaire de l'Assemblée nationale fin 2020, pour que ce projet qui a été rebaptisé Socle citoyen fasse l'objet d'un débat national. Vous avez en même temps réussi à attirer l'attention du pape François pour qu'il parle dans son livre « Un temps pour changer » de ce qui semble bien être votre proposition comme un sujet à approfondir.
Donc, vous nous présenterez la substance de ce projet, qui serait une réponse à la fois radicalement nouvelle et puis à la fois pas tant que ça, à un certain nombre de problèmes récurrents sur cette question que nous posons ce soir, quel revenu pour vivre dignement? Alors, auparavant, nous entendrons Marcel Raymond, jésuite, enseignant jusqu'à il y a très peu en mathématiques et statistiques appliquées notamment à l'économie à l'Université de Namur. Donc, Marcel Raymond est directeur de la revue Projet et du CERAS, le Centre d'études et de recherche et d'action sociale, les centres de recherche et d'action sociale, pardon, une association qui a été créée en 1903 par la Compagnie de Jésus pour promouvoir la justice sociale. Marcel Raymond nous parlera de la conception du travail et de sa rémunération dans la doctrine sociale de l'Église catholique. Et comme le CERAS est associé au collectif dit Pacte du pouvoir de vivre, qui regroupe une soixantaine d'organisations comme la CFDT, le Secours catholique, ATD Quart-Monde, la CIMAD et bien d'autres, dont le CERAS, donc, Marcel Raymond pourra donc nous présenter les mesures concrètes proposées par ce collectif pour assurer une vie plus digne à tous. Voilà, alors bien pour les remercier de leur disponibilité, je vous remercie d'accueillir nos deux intervenants avec un tonnerre d'applaudissements. Et je passe la parole à Marcel Raymond. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout le monde, même ceux qui sont loin. Ouais. Voilà. Je voulais simplement rajouter également que je suis, en tant que directeur du CERAS, membre du conseil d'administration des Semaines sociales de France. Donc, je suis un peu chez moi ici. Merci de m'avoir invité. Je ne vais peut-être pas utiliser tout mon temps de parole parce que je ne suis pas un expert du revenu universel, mais je vais surtout parler de comment la doctrine sociale, c'est quand même plus mon expertise, parle du juste salaire et montrer un peu d'où cela vient. Alors, je ne vais pas refaire toute l'historique de la doctrine sociale. Vous savez que c'est Rerum Novarum. Ce qui est important de se rendre compte par rapport à la pensée sociale de l'Église, c'est que contrairement peut-être à la doctrine morale de l'Église ou surtout au dogme de l'Église, la pensée sociale, elle vient principalement d'en bas, dans le sens où, si on prend Rerum Novarum, c'est les ouvriers italiens qui simplement n'en pouvaient plus dans les années 1880, il ne faut pas que je me trompe, 98, et quelque chose comme ça, mais pas 98, et qui sont simplement, sont allés simplement demander de l'aide à leur curé de paroisse. Et les curés de paroisse, ils ont été voir leur évêque, et les évêques ont tout d'un coup, il y en a un qui a pu parler au pape. Donc, il y a une sorte de connaissance de la vie sociale qui vient de l'intérieur du christianisme ou des paroisses, ou simplement des rencontres que font les gens dans les paroisses. Et c'est important, cette manière d'imaginer la doctrine ou la pensée ou l'enseignement social de l'Église, parce que ce n'est pas l'Église qui dit voilà ce qu'il faut faire, c'est plus l'Église qui est, comme dit Gaudium Espèce, c'est l'Église qui est à l'écoute du monde. Alors, évidemment, la question principale des gens dans l'Église au XXe siècle et même avant, c'est le travail. C'est comment nourrir sa famille et autres. Alors, je vais commencer par la première incursion dans les encycliques sociales par Benoît XVI. Alors, d'abord parce que on en parle récemment pour son décès, et puis parce que Benoît XVI n'est pas très souvent connu ou reconnu comme étant un théologien de la pensée sociale. Or, j'ai dû faire un édito récemment pour le CERAS sur Benoît XVI,
Et j'ai repris un texte, un article qui est paru dans la revue Projet de Henri Madelin, qui est un jésuite qui est aussi décédé, mais qui était un grand connaisseur, qui dit, ben voilà, Benoît XVI, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est le théologien de la pensée sociale, alors que Jean-Paul II, voilà, et d'autres papes sociaux, plus sociaux, n'avaient pas cette manière de penser un peu plus précise, disons. Et entre autres, dans la pensée sociale, une des grandes tensions que l'on trouve, c'est on oppose souvent foi et justice, c'est-à-dire la foi, le spirituel, le vertical, le transcendantal, voilà, et la justice, c'est la solidarité. Voilà. Et Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, vraiment explose cette tension en disant il n'y a pas de foi sans justice, pas de justice sans foi. On l'entend souvent, mais ce que je voulais dire, c'est que pour lui, si on peut dire, il la torsade. C'est un peu comme deux ruisseaux qui se mêlent entre eux. Il n'y a pas moyen de les séparer. On ne peut pas penser l'un vertical et l'autre horizontal. Ils sont ensemble au cœur de notre vie. Et je dis ça parce que c'est important de ne pas penser le travail de façon trop conceptuelle et séparant les différentes choses. Alors, je dis ça aussi parce que dans Caritas in Veritate, c'est là où je trouve, moi, quand je fais des conférences comme aujourd'hui sur le travail ou autre, souvent, quand Benoît XVI en parle, il n'y a pas un iota à rajouter ou à enlever, c'est parfaitement clair. C'est évidemment des phrases plus allemandes, donc beaucoup plus longues que les phrases de François, mais au moins tout y est. Alors, quand on parle du juste salaire, il faut déjà se dire, mais c'est quoi le travail? Et on a beaucoup réfléchi à ça et ce n'est pas simple. Il n'y a pas de définition du travail. Est-ce que le travail, c'est le travail salarié? Est-ce que le travail, c'est le travail d'artisan? Voilà, il y a des millions de milliers de possibilités de nommer le travail. Est-ce que quelqu'un qui reste à la maison et qui s'occupe de sa famille, c'est du travail ou pas? Est-ce que c'est simplement un emploi? Voilà. Et donc, ce qui est certain, c'est que l'activité rémunérée ou considérée comme travail par la société peut être appelée digne ou non digne. Et en fait, toute la doctrine sociale dit, grâce à Jean-Paul II, c'est la Boren Exercens, dit le travail, c'est vraiment, pour l'homme, c'est la manière de s'humaniser et de se divinifier. C'est-à-dire, le travail est essentiel à l'homme pour devenir vrai homme, fils de Dieu. Et la question de la dignité, qui est un des principes de la doctrine sociale, la dignité de l'homme et de la femme, évidemment, ça se transmet dans le travail. Et donc, Benoît XVI, et je reprends volontiers ce qu'il écrit dans Caritas in Veritate au numéro 63, mais 6 points sur lesquels, qui sont 6 caractéristiques d'un travail digne, ou décent, dira l'OIT, mais moi je préfère le mot digne. Il s'agit d'un travail qui, dans chaque société, soit l'expression de la dignité essentielle de tout homme et de toute femme. Un travail librement choisi. Donc ça, c'est important, ce n'est pas un travail d'esclave. 2, un travail qui permette aux travailleurs d'être respectés sans aucune discrimination. On n'a pas un travail qui discrimine les gens en disant, mais ça, toi, tu ne peux pas faire ça, tu seras payé moins et tout ça. La discrimination, ce n'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de dignité. Alors, un travail qui donne les moyens de pouvoir aux nécessités de la famille de scolariser les enfants sans que ceux-ci ne soient eux-mêmes obligés de travailler. Donc, l'importance du juste salaire, c'est de pouvoir nourrir et de pouvoir aux nécessités d'une famille. Un travail qui permette de s'organiser librement entre travailleurs, donc ça c'est là, depuis Rerum Novarum, c'est la position de l'Église sur l'association syndicale, entre autres, et un travail qui laisse un temps suffisant pour retrouver ses propres racines au niveau personnel, familial et spirituel. L'importance du sabbat. Un travail décent, un travail digne, c'est un travail qui laisse le temps de respirer. Et puis, un travail, et c'est d'actualité, qui assure aux travailleurs parvenus à l'âge de la retraite des conditions de vie dignes. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles à rajouter. Et
vraiment, c'est ce travail-là qui va être au cœur de la réflexion dont je vais parler. On n'est pas en train de parler du travail indigne, on n'est pas en train de parler du travail déshumanisant, du travail d'esclave, ce qui arrive aussi. Et même dans un travail digne, il est très difficile de trouver le juste salaire. Donc là, je reviens à Pie XI, qui en a parlé de façon beaucoup plus facile. Il devient dès lors impossible d'estimer un travail à sa juste valeur et de lui attribuer une exacte rémunération. Il faut absolument prendre en considération son aspect à la fois individuel et social, et c'est là où c'est impossible. Le travail a sa valeur personnelle, c'est l'effort qu'on a fait, c'est ce qu'on a accompli, mais il y a aussi une valeur sociale. Un travail qui est peut-être extraordinaire, mais qui est maléfique, je dirais, ou malsain pour la société, ne devrait peut-être pas être, ce n'est pas un travail digne. Par exemple, un travail qui pollue n'est pas considéré comme un travail décent par l'OIT. Et donc, il faut considérer la subsistance de l'ouvrier et de sa famille, que le travail permette de bien vivre. Il faut que l'entreprise puisse gagner sa vie, c'est-à-dire que la société du travailleur, c'est-à-dire la société, l'entreprise, puisse fonctionner. Et aussi, il faut penser à la collectivité. Donc, vous voyez que ces trois choses-là sont difficiles pour dire qu'est-ce que c'est une juste rémunération, une exacte rémunération. Je regarde. François arrive avec Laudato Si et Fratelli Tutti. Alors, François, c'est les encycliques que je connais le mieux, parce que c'est là-dessus que j'ai le plus travaillé. Mais François vient d'Argentine, le pape François. Il est dans un monde où il a connu et où il connaît bien les quartiers pauvres. Il connaît une situation où il y a eu une crise financière extraordinaire en Argentine, où tout le monde s'est retrouvé, même les gens qui avaient un travail se retrouvaient à la rue parce que tout s'est effondré. Il connaît la dictature, il y a eu un moment de dictature. Il connaît le narcotrafiquant, il connaît les femmes qui se prostituent. Enfin, tous ces gens-là, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ça. Il ne parle pas nécessairement avec comme référence de travail la référence, je dirais, occidentale du travail. Et ce qu'il va pointer dans Laudato Si, c'est la capacité du travail à déshumaniser les hommes, et en particulier lorsque le travail n'est pas au service du bien commun ou au service de la planète. Donc, il va beaucoup insister sur un travail, je vais reprendre au paragraphe suivant, mais qui va être, on est déjà au paragraphe suivant, sur un travail qui prend soin. Et donc, il va dire, par exemple, souvent le travailleur lui-même est un déchet d'une machine qui produit des choses. On produit des déchets, mais et on a entendu ça lors des Gilets jaunes, tout ça, on est comme des Kleenex. On nous jette quand on n'a plus besoin de nous. Je dis ça parce qu'en fait, pour le pape François, c'est une de ces théologiennes avec qui on a travaillé, qui est argentine et qui le connaît bien et qui travaille, dit, quand le pape François parle de travailleurs, c'est principalement dans sa tête des gens qui sont pauvres. C'est pas, en fait, en Argentine, celui qui est riche ne travaille pas, c'est un rentier. Voilà. A priori, c'est quelqu'un qui est propriétaire de grandes latifundias. Et donc, si on travaille, c'est qu'on est pauvre. Et si on est pauvre, on doit travailler parce qu'il n'y a pas de système de sécurité sociale, voilà, globalement. Bon, c'est peut-être rapide, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose de vrai là-dedans, surtout quand on voit les grands propriétaires terriens en Amérique latine. Et donc, l'important, c'est de voir que le travail est quelque chose qui est fait pour vivre et que toute personne qui doit vivre doit travailler. Et c'est là où il va réfléchir à sa propre proposition du travail comme soin, prendre soin de la maison commune, c'est-à-dire de la famille, de la collectivité, de l'entreprise, mais aussi de la planète. Et donc, je vois qu'on est là. Ça, c'est vraiment, je dirais, pour moi, le fil rouge des écrits du pape François, c'est le prendre soin. Alors, en espagnol, c'est faire attention, c'est cuidare. Et c'est donc
c'est pas le travail du soin, c'est pas les métiers du care, comme on dit. C'est vraiment prendre soin, c'est faire attention, à la fois faire attention dans le sens soigner une plante, faire attention à un enfant, faire attention à une éducation, c'est prendre ça. Et pour lui, cette attention aux choses, cette attention à la planète, cette activité de prendre soin, c'est une nécessité. C'est ça le travail et c'est vraiment nécessaire. Et donc, on va revenir et je vais insister là-dessus, mais pour le pape et pour la pensée sociale, le travail est nécessairement fait partie de la mission que l'homme a reçue sur Terre, l'homme et la femme ont reçue sur Terre. C'est de prendre soin de la planète, de prendre soin. Donc, comme dira le pape François dans Laudato Si, Dieu nous a donné la terre et nous a dit de la cultiver, d'en prendre soin. Et donc, voilà. Il faut entendre, quand il parle, le pape, de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre, c'est ce lien qu'il y a entre la destruction de la nature et l'exploitation des plus pauvres, ou l'inverse, la sauvegarde de la nature et la sauvegarde et la protection des plus pauvres. Ce sont toujours les plus fragiles qui subissent les conséquences des catastrophes climatiques, pas nécessairement dans les pays du Sud, même ici en France, on voit bien que ceux qui subissent, ce sont les gens qui habitent dans des passoires thermiques, ce sont des gens qui sont, à qui on leur demande de payer une taxe sur le gasoil et qui font grève ou qui font le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils sont vraiment à la limite et c'est quand même ceux qui sont obligés de prendre leur voiture. Donc, on voit bien que c'est toujours cette question-là. Et le pape François va encore plus loin en disant mais c'est eux qu'il faut écouter, c'est ces gens qui sont dans la base, le principe de capillarité, comme moi je le dis, c'est un principe physique ou biologique. Si vous demandez à un petit enfant et qu'il y a une flaque d'eau, il va directement mettre son pied dans la flaque d'eau et tout le l'eau va remonter le long de sa jambe dans son pantalon. Si vous prenez, voilà, le principe de capillarité, c'est que si vous mettez quelque chose dans l'eau, par la pression, l'eau va remonter. Et c'est cet torrent d'énergie morale de gens qui travaillent. Ce sont ce que le pape François va appeler les travailleurs, qui va permettre de remonter cette énergie morale. Parce qu'en fait, il a l'expérience, lui, le pape, de cette solidarité des travailleurs qui doivent travailler pour vivre, disons. Voilà. C'est ce torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun, ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète. Alors, est-ce que le pape François est communiste, est de gauche et de droite? Tout ce qui est certain, c'est qu'il est proche de ceux qui sont obligés d'aller travailler pour manger, disons. Voilà. Alors, j'arrive à prendre soin. La deuxième chose dont j'ai déjà parlé, on peut aller assez vite, mais je veux dire globalement, dans la doctrine sociale de l'Église, le travail est nécessaire pour vivre dignement. Et donc, il faut que tout le monde puisse travailler, du travail pour tout. Et le pape, en Fratelli Tutti, le dit de façon très simple, on peut aspirer, mais on peut se battre aussi pour une planète qui assure à chacun, à tous, la terre, un toit et du travail. La terre pour être enracinée chez soi, avoir une terre qui produit des fruits pour manger, et puis qui puisse dire, voilà, moi je viens de tel endroit, et pas être déraciné en permanence, des expatriés. Un toit pour protéger les siens, et ne pas être à la rue, et puis un travail pour pouvoir participer à l'effort commun. Donc, l'aspect de participation à l'effort commun, c'est important. Et il va écrire dans Fratelli Tutti, la grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire, alors quand on dit populaire, c'est vraiment ce qui est du peuple des travailleurs, disons, parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mis en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre, le meilleur chemin vers une existence digne. Et donc, vous voyez ici, quand il dit apporter à un pauvre, c'est nécessairement déjà quelqu'un qui travaille. Et c'est lui donner un travail qui va lui permettre
non pas d'être un déchet ou de se déshumaniser, mais un travail qui lui permette de faire germer les talents qu'il a reçus. Et donc, on est dans la parabole des talents. Vraiment, chacun doit pouvoir… Dieu nous a donné des talents et le travail, ça nous permet de les faire fructifier. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que chacun a reçu des talents, mais que c'est une mission que tout le monde puisse avoir l'occasion, l'opportunité de faire fructifier ces talents. Un peu plus loin, enfin aussi, Fratelli Tutti 362, en effet, il n'existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Il n'y a pas, pour le pape François, pire pauvreté que quelqu'un qui ne sert à rien, en fait, pour la société. On lui dit, de toute façon, toi, tu n'apportes rien à la société. Ou simplement, un travail qui est indigne, et donc un travail d'esclave. Ce grand objectif devrait toujours être de permettre à chacun d'avoir une vie digne par le travail. Donc, le travail est vraiment le moyen privilégié pour mettre en œuvre la mission que Dieu nous a donnée, les talents. En sachant que je rappelle que le travail digne, c'est un travail qui permet, comme disait Benoît XVI, qui permet aussi d'avoir du temps pour prier, du temps pour des ressources, qui avoir du temps pour sa famille, du temps pour… Voilà. Et un travail digne, alors je fais un très court raccourci, mais quand on discute on a fait un colloque sur la dignité au travail, je dirais globalement, on peut le résumer, c'est un travail digne, c'est un travail où on peut être fier de son travail. On peut être fier d'avoir fait un travail bien fait. Or, un travail bien fait, ça prend du temps. Et quand on discute avec des femmes qui nettoient, ce qui les déprime, ce n'est pas qu'elles nettoient, c'est qu'elles n'ont pas le temps de bien faire le travail. Ce n'est pas le temps de bien faire. Un artisan ou quelqu'un qui doit produire en permanence, ce qui le déprime, c'est de ne pas avoir le temps de bien faire son travail. Et donc, avoir du temps pour pouvoir à la fois contribuer à la société. Alors, par rapport au revenu universel dont on va parler en détail. Alors, je prends la citation qui est celle d'en bas, qui est celle ici en dessous, qui est celle dont on a parlé et qui revient dans le livre du pape François, un temps pour changer, c'est ça. Voilà. Mais qui est un peu différente. C'est de 2020, c'est donc le pape François vient des mouvements populaires. On peut dire que la théologie du pape François, c'est la théologie des peuples. Donc vous avez la théologie de la libération, et en fait le pape François, qui était évêque et qui a travaillé tout un travail au Célam, donc avec les autres évêques, a beaucoup promu la théologie des peuples, c'est-à-dire ce n'est pas la libération contre des choses comme ça, c'est la construction d'une identité populaire, donc de peuple, mais qui soit ouverte. Alors, si vous voulez avoir vraiment une idée de ce qu'est sa théologie des peuples, il faut lire Querida Amazonia, c'est très petit, mais c'est vraiment le rêve du pape François, c'est-à-dire c'est des peuples qui sont ouverts et qui en même temps sont attachés à leur identité. Et il rencontre chaque année les mouvements populaires en Amérique latine, et donc il dit beaucoup d'entre vous vivent au jour le jour. Donc on voit bien à qui il parle, c'est aux gens qui ont besoin de travailler et qui sont payés à la journée. Vivent au jour le jour sans garantie aucune juridique pour vous protéger. Vous, les travailleurs informels, les indépendants, ceux de l'économie populaire, vous n'avez pas de salaire fixe pour résister à ce moment. Alors, le moment, c'est le Covid. C'était le moment où il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont plus de salaire, simplement. Moi, je viens de Saint-Denis, en banlieue, là, en 9-3. Quand c'était le Covid, c'était catastrophique. Moi, on a des amis mariés, 3 enfants, traiteurs, gagnent super bien, enfin, pas super bien sa vie, mais ils gagnent bien sa vie. Fait que le Covid, plus aucun banquet, donc plus de ressources, et pour des raisons XY, il ne peut pas avoir bénéficié des aides, et donc il doit vivre sur ce qu'il a, et voilà quelqu'un qui arrive à la banque alimentaire, et quand on discute avec le Secours catholique, ils ont vu arriver des dizaines et des dizaines de personnes qu'ils n'avaient jamais vues aux banques alimentaires, simplement parce que les gens n'avaient pas de filet de protection.
On va en reparler. Les quarantaines vous deviennent insupportables. Il suffit de voir en Chine combien ça devient insupportable quand on est… Sans doute est-il temps de penser à un salaire universel qui reconnaisse et rende leur dignité aux nobles tâches irremplaçables que vous effectuez. Un salaire capable de garantir et de faire de ce slogan, si humain et chrétien, une réalité. Pas de travailleurs sans droit. Donc, l'idée, c'est que chacun travaille, entre guillemets. Chacun a une activité. Chacun a une activité, une tâche noble que vous faites. Que ce soit les femmes chez elles, les hommes chez eux. Voilà. Et il est important de penser à un salaire universel. Alors, en 2017, avant, il a eu une rencontre avec le monde du travail où là, il disait quelque chose d'un peu différent. Il doit donc être clair que le véritable objectif à atteindre n'est pas un revenu pour tous, mais le travail pour tous. Car sans travail pour tous, il n'y aura pas de dignité pour tous. Et donc, on voit bien que le salaire universel, le revenu universel est second par rapport à l'accessibilité au travail pour tous. Voilà. Et de nouveau, Benoît XVI, il y a toujours les phrases, il dit « La dignité de la personne, les exigences de la justice », donc pas uniquement Dieu, mais c'est la justice aussi, demande aujourd'hui, surtout, que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail ou son maintien pour tous. Donc ça, c'est vraiment la base du message de la doctrine sociale. Voilà, alors, je passe au pacte du pouvoir de vivre. Alors, je ne vais pas vous lire tout parce que c'est très petit. Donc, le pacte du pouvoir de vivre, c'est pour les élections, les associations de solidarité, disons. Il y avait une soixantaine d'organisations. On en a parlé, l'Abbé Pierre, le CERAS, la TD Carmont, voilà, CFDT, Fondation… ce n'est pas Nicolas Hulot maintenant, mais c'est Nature et Homme. Voilà, il y avait toute une série d'associations qui se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme programme politique qui soit dans les différentes choses. Et ils en ont sorti 90 propositions, je m'excuse, et l'idée, c'est surtout le Secours catholique qui était là derrière, on ne parle pas du pouvoir d'achat. Arrêtons de parler du pouvoir d'achat. On n'est pas des acheteurs, on est des vivants. Et ce qui est derrière, c'est vraiment Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie indien, qui dit, ben voilà, la pauvreté, c'est l'incapacité de se réaliser. Donc en fait, si on veut faire en sorte que les gens sortent de la pauvreté, il faut leur donner il faut les mettre en capacité, il faut leur donner le pouvoir d'agir, le pouvoir de vivre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est proposer des choses qui sont des filets pour que les gens puissent avoir accès à leur propre initiative. Alors, il y a eu 90 propositions dans lesquelles il y a des propositions sur le revenu minimum. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils ne se sont pas uniquement focalisés sur le travail. Il y a eu aussi une série de choses. Si on passe à la diapositive suivante, je reviendrai à celle-ci. Peut-être, voilà, vous voyez, c'est peut-être plus facile à comprendre. C'est le titre. Alors, vous voyez qu'on revient toujours aux mêmes choses. Une société qui prend soin, qui protège et qui accompagne. Voilà, on se retrouve avec la protection sociale, l'attention aux plus pauvres, mais aussi à chacun, et qui accompagne, c'est une société. Et on voit bien que dans les pouvoirs, c'est le pouvoir de vivre dignement, on retrouve la dignité, le pouvoir de travailler dignement et de choisir ses temps de vie, pouvoir choisir ses forces, enfin, un travail qui corresponde à son moment dans la vie, un pouvoir de vivre dans un logement confortable et en énergie, le pouvoir de se soigner et d'être accompagné, le pouvoir de s'éduquer, de se former, le pouvoir de se nourrir sainement. Donc, on retrouve un peu, c'est multidimensionnel. Voilà ce que je voulais signaler. Et puis, si on revient à la dia précédente, voilà, cela se traduit en 90 propositions et certaines ont eu un écho et d'autres pas trop. Ils proposent un revenu minimum garanti de 900 € par mois
pour tous, qui soit également accessible aux jeunes dès 18 ans. Il propose d'avoir un chèque énergie pour les gens qui se logent dans des passoires thermiques. Voilà. Ce qui est très important, c'est la proposition 4, qui est l'automatisation des droits. Et c'est vraiment le fait que les gens se rendent compte que beaucoup de droits ne sont pas activés. Il y a plein de lois, on en parlera tantôt, mais on verra, il y a plein de dispositifs pour aider, mais en fait, les gens ne les utilisent pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc, ce n'est pas toujours automatique. Et puis, quand on en trouve, il faut aller prendre un ticket sur Internet pour pouvoir avoir un accès. C'est difficile si on n'a pas l'Internet et tout ça. Voilà. Revaloriser les bas salaires et encadrer les écarts entre les plus hautes et les plus basses rémunérations. Et puis, il propose à la proposition 9 de mettre un compte épargne temps universel. C'est-à-dire, quand je nais, je reçois autant de temps de travail. Je dois travailler, je ne sais pas moi, 30 ou 40 ans sur ma vie et j'ai un compte d'épargne et chaque fois que je travaille, il va diminuer. De telle façon, une banque de temps. Et puis, une garantie d'emploi contre le chômage. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui était important et qui a quand même traversé le Parlement, puisque c'est la question, c'est ATD Carmont, entre autres, et Secours catholique qui était derrière, c'était les territoires de zéro chômeur de longue durée. C'est-à-dire en se disant, dans un territoire, on rassemble toutes les aides qu'on met pour essayer de trouver de l'emploi, ça fait une somme d'argent, et on utilise cette somme d'argent pour employer des gens qui sont chômeurs de longue durée à des travaux d'intérêt généraux ou à des travaux pour la société. Et ça a été testé, et puis ça a été généralisé. Et l'idée, c'est que ça rentre dans la loi comme des territoires zéro chômeur de longue durée. Voilà. Après, il y a l'accès à la santé, il y a la lutte contre l'échec scolaire, l'accessibilité à tous les services, la fiscalité. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je dirais ce qui est intéressant dans le pouvoir de vivre, c'est que le revenu minimum garanti n'est pas, ne remplace rien. C'est simplement un moyen par rapport à toute une série d'autres, comme le chèque énergie, comme l'éducation plus ouverte et autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il faut attraper la question par plusieurs bouts. Et je termine, donc si on passe la proposition, je dirais que moi, je ne suis pas un spécialiste du revenu, et donc je ne vais pas. Non, on peut revenir après cela. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste du revenu, et donc je vais m'arrêter là. J'avais préparé la dernière slide sur un peu la proposition de Gaël Giraud là-dessus, mais je pense qu'elle n'est pas suffisamment étayée par rapport à ce que vous allez entendre. Disons, la question que j'ai par rapport, ce sont les questions qui sont ici en bas, c'est comment est-ce qu'on imagine le juste rémunération. Qu'est-ce que c'est le juste salaire ou qu'est-ce que c'est la juste rémunération du travail? Est-ce que c'est uniquement financier ou est-ce que c'est aussi de l'ordre de la capacité de s'émanciper? Est-ce que la monnaie est la seule grille de lecture de tout? On sait que l'argent, la monnaie, est un opérateur en économie qui permet de mettre des pommes et des poires. Voilà. La pomme, elle vaut 3 €, la poire, elle vaut 5 €, ben, on peut les comparer. Mais en fait, mais par contre, si je travaille, moi je vois bien dans nos associations au CERAS, ben, les jeunes qui travaillent là, ils sont heureux de travailler là, mais ils gagnent vraiment pas beaucoup. Et moi, je ne peux pas les payer beaucoup plus. Donc, le salaire n'est pas l'unique manière d'évaluer la qualité du travail. Bon, j'aimerais bien, mais… Et puis, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et leur travail n'est peut-être pas très intéressant. Voilà. Donc, c'est la question de est-ce qu'on est dans un pouvoir d'achat, est-ce qu'on a une pensée, je dirais, plutôt financière et monétaire, ou est-ce qu'on est dans une pensée plutôt à la Marc Chassaigne et au pape François, qui est plutôt en termes d'empowerment, c'est-à-dire de prise en capacité de pouvoir devenir de plus en plus acteur de la société. Et la question que j'ai aussi, c'est la conditionnalité. Alors, on voit bien que dans le pacte du pouvoir de vivre, et de même dans la doctrine sociale, la conditionnalité, elle existe. C'est-à-dire le revenu, on dit il faut du travail pour tous. Et quand le travail est pour tous,
tout travail mérite salaire. Voilà. Mais on n'est pas dans un monde où il y aurait un revenu inconditionnel. On dit simplement, on peut faire une allocation, on peut avoir un impôt négatif, le pape dit il faut y réfléchir. Mais a priori, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une contrepartie, et je dirais que ce qui fonde cette contrepartie, c'est la parabole des talents, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mes talents, voilà. Donc je reçois de choses, mais qu'est-ce que j'en fais, voilà. Donc l'idée, c'est si je reçois quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je contribue à la société. Et donc, c'est quelle est l'image qu'on a de notre société? Est-ce que c'est une société individualisée ou est-ce que c'est une société où, ensemble, on essaie de construire un monde meilleur, voilà, un rêve de monde meilleur? Mais ça, c'est les questions que je vais poser à la fin, mais je termine et oui, j'ai peut-être dépassé le temps. Désolé. Bien, merci, Marcel. Eh bien, j'ai noté au passage deux objectifs qui concernent l'autonomie dès 18 ans ou bien l'automatisation des droits pour lutter contre le non-recours à certaines allocations. Alors, ces objectifs-là, on les retrouve également comme résultat, mais ça se ferait avec des modalités assez différentes que je vais maintenant lui laisser nous présenter. À vous, Marc. Ouais, ça va. Bien, bonsoir à vous. Alors, après l'éclairage tout à fait riche que nous a présenté Marcel Raymond, il y aura une rupture en ce sens que je vais être dans des choses beaucoup plus pratiques. Si je ne vous le dis pas, vous le verrez rapidement, je suis un ingénieur à la base. Donc voilà, moi j'aime bien les chiffres, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien quand ça fonctionne. Il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, ça m'énerve. Voilà, vous le savez, comme ça. Bon. Donc si je me suis intéressé à ce sujet-là, déjà il y a pas mal d'années, il y a pas loin de 20 ans, c'est justement parce que j'étais un peu irrité de constater à quel point nos systèmes sont extrêmement compliqués et induisent beaucoup d'effets pervers, beaucoup de choses qui sont pas bonnes sur la société. Et justement, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vous montrer également comment fonctionnent réellement les choses aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui fonctionnerait mieux. Et nous verrons ensemble si ça vous plaît, parce que j'espère qu'il y aura une discussion dans la salle pour qu'on puisse en débattre. Voilà, donc voilà, c'est parti. Donc l'ingénieur de revenu universel, alors, une petite image que je commencerai plus loin. Vous voyez déjà sur cette petite image une famille pauvre qui est chassée de l'abri de fortune qu'ils avaient trouvé pour la nuit, pour s'installer, par quelqu'un qui range ses moutons, et sur lesquels il y a en haut, il est marqué propriété privée. Voilà, donc ça illustre exactement ce que disait tout à l'heure Marcel Raymond. Effectivement, c'est que dans les contrées telles que l'Argentine, l'Amérique du Sud, dont il parlait, effectivement, les propriétaires sont des rentiers, bon, les latifundas dont on parle, et puis ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas propriétaires, donc ils doivent travailler pour gagner leur vie, et c'est plus ou moins facile, et souvent ils sont pauvres. Voilà, donc là, l'allégorie que je vous daterai plus tard, fonctionne toujours aujourd'hui dans certains pays. Allons-y. Okay. Voilà, donc pour dire quel est mon parcours, je suis depuis 20 ans adhérent du Basic Income Us Network, qui est le réseau mondial des militants de cette cause du revenu universel. C'est une association qui existe absolument dans tous les pays au monde. Nous sommes des milliers et des milliers partout dans le monde qui essayons de faire comprendre pourquoi un revenu inconditionnel, simple, on va voir ce que ça veut dire derrière, c'est quelque chose qui a du sens. En France, l'association la plus ancienne a été créée en 1989 par un certain Yolande Bresson, dont je reconnais dans la salle un ancien élève, d'ailleurs, qui sourit. Et Yolande Bresson donc, est décédée malheureusement en 2013, et j'ai pris la suite en 2014 donc, de cette association, qui est l'association la plus ancienne qui travaille sur cette question-là, pour l'instauration d'un revenu d'existence. En 2013, j'ai cofondé avec d'autres militants assez variés, donc un mouvement français pour une base, MFRB, que vous voyez sur la gauche ici. J'ai travaillé également avec d'autres personnes, des députés, des sénateurs, pour créer ce qu'on appelait un socle citoyen, qui a fait l'objet d'un vote tout à fait intéressant à l'Assemblée nationale fin 2020. Et puis plus récemment, nous avons lancé une espèce de petit logo, là, 2RU. 2RU, je vous expliquerai pourquoi.
ce que ça veut dire que 2 RU. Et donc, si vous voulez avoir un peu de détails sur qu'est-ce qu'on propose, ben, vous allez sur 2RU.fr et là, vous avez quelques vidéos, quelques explications pédagogiques et ensuite plein d'informations s'il le faut. Voilà. Donc, le point de départ. Le point de départ de la question du revenu universel, c'est une proposition qui a été formulée par un certain Thomas Paine, par un texte qui date de 1795, qui s'appelle La justice agraire, un texte en tout point remarquable. J'ai ici, oui, c'est un petit texte, hein, c'est un petit texte, un texte ancien donc. Et ce texte, dans lequel il explique une expérience qu'il a eue. Une expérience qu'il a faite, Thomas Paine, parce que, alors que lui était un Anglais hein, au départ, il a eu, la vie l'a emmené en Amérique. Et en Amérique, dans les années fin du XVIIIe siècle, il a vu des Indiens. Donc, les Indiens, on le symbolise avec la longue vue. Ouais. Il observe les Indiens. Et qu'est-ce qu'il voit chez les Indiens, en les visitant? C'est que chez les Indiens, il n'y a pas de pauvreté. Les Indiens d'Amérique du Nord, ils étaient collectivement, je dirais, pauvres, mais personne n'était pauvre. Tout le monde participait au repas commun, à la chasse commune, aux efforts communs. Voilà. Donc, globalement, c'était une société intégrée où absolument personne n'est exclu. Alors que lui disait, par contre, ce que je vois à Londres ou à Paris, c'est épouvantable. Je vois la pauvreté, la misère à tous les coins de rue. Et il a tracé cette conclusion qu'il a écrite de manière extrêmement forte. Il a dit, c'est la propriété privée qui crée la pauvreté. Parce que les personnes qui n'ont pas de propriété sont obligées d'aller vendre leur force de travail à qui en a besoin. Et si on ne trouve pas, on n'est pas payé. Et si on n'est pas payé, à un moment, on n'a rien. La civilisation qu'il a rencontrée lui, les personnes étaient sans rien. D'où ce qu'il a connu plus tard, le développement de la protection sociale, ainsi de suite. Tous les aides que nous connaissons aujourd'hui. Mais le point de départ, c'est ça. Et donc Thomas Paine expliquait, c'est pas très juste, parce que les gens qui naissent, quand on est au départ, on est neutre. Hein. Et si vous êtes dans une famille qui a des propriétés, vous allez avoir des rentes. Si vous êtes dans une famille qui n'a rien, vous n'aurez rien. Et donc, il est intéressant que dans nos civilisations, dans nos sociétés, on puisse rééquilibrer les choses en mettant en place une forme de revenu universel, qui est un petit montant, mais qui fait que chacun a au moins ça, quoi qu'il arrive. Et tel que le formulé, donc en 1795, c'était bien pour compenser cette inégalité fondamentale entre ceux qui ont une propriété et ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est le point de départ de cette idée de revenu universel, 1795. La définition. La phrase qui définit la chose, et donc elle est édictée par l'Association mondiale, le bien, Basic Income Earth Network, avec cette phrase, qui est la phrase qui a été discutée par des milliers de personnes partout dans le monde, et qui est la phrase officielle traduite en toutes les langues de la Terre, qui dit que c'est un paiement en monnaie, c'est de l'argent, hein, c'est pas en nature, c'est en argent, c'est du cash, hein. C'est périodique, mettons toutes les semaines ou tous les mois, versé à tous, toute la collectivité, sur une base individuelle. Ce n'est pas un montant parce que famille aussi, non, c'est par personne, sans condition de ressources. On ne demande pas si vous êtes riche ou pas riche, on s'en fiche, pas la question, et pas d'exigence de contrepartie. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner ce montant-là qu'on vous dit « Ah, on vous donne ça, donc du coup, maintenant, on vous met aux travaux forcés. » Non, il n'y a pas de contrepartie. C'est un socle, un petit montant qui fait que vous allez pouvoir vivre. Ça s'arrête là. Maintenant, voilà la définition. Alors, le Basic Income Earth Network, donc, pour des définitions, nous avons beaucoup d'échanges dans tous les pays. J'avais une réunion encore il y a 2 semaines avec des Coréens, c'était tout à fait passionnant. On a des analyses extrêmement proches, c'est très étonnant. Et on fait également des lobbying. Donc, lobbying, moi, j'ai envoyé une lettre au pape. C'est la première fois de ma vie que j'écrivais au pape. Donc, c'était en juillet 2020, je montre le début de la lettre, là. Donc, Your Holiness. C'est pas tous les jours que je fais au pape, moi. Bon. Et donc, au nom donc, des 98 associations qui composent le Basic Income Network, donc j'ai fait cette lettre avec un petit groupe, on était plusieurs. Et donc, ça, c'était en juillet 2020, en disant, François, ce serait pas mal que vous nous ayez un petit coup de main, parce que d'après ce que vous dites, d'après vos écrits, d'après vos discours, on sent que vous avez une petite sensibilité par rapport à notre sujet. Donc, un petit coup de pouce, ça nous aiderait. Et paf, 6 mois après, on a vu arriver ça. 5 mois après. Bon, le bouquin était bien à moitié écrit quand on envoyait les lettres, pas grave. Mais quelque part, nous avons reçu comme étant quelque chose de très sympathique de lire signé par le pape, un texte qui est extrêmement clair et qui présente les choses quasiment comme nous, hein, notre association R. Voilà. Bon, on l'avait un peu alimenté à notre mesure et puis on a eu un retour. Ça fait quand même très plaisir.
Le retour, à quoi ressemble-t-il dans ce livre? Évidemment, le livre parle de beaucoup de choses. Hein. On parle du travail beaucoup. Bon. Et c'est dans le dernier chapitre qu'il décrit les choses de manière extrêmement claire, avec les quelques mots que vous avez à l'écran. En disant que, première chose essentielle, disant voilà, il faut arrêter de dire que le travail, c'est uniquement le salariat. Le fait d'être salarié, c'est bien, c'est une modalité tout à fait correcte du travail, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de gens qui travaillent même beaucoup, sans être salariés. Et leur dignité n'est pas moindre que celle des salariés, et réciproquement. Donc, les formes de travail sont diverses. Donc, il serait bien que les sociétés intègrent dans leur logiciel qu'il n'y a pas que le salariat, première chose. Et puis également, quand les personnes qui sont en salariat tombent au chômage, il y a des allocations chômage. Mais quand vous avez une activité très forte, vous n'êtes pas salarié, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. Et donc là, il n'y a pas de chômage, rien du tout. Donc, intérêt d'avoir un revenu de continuité qui peut être articulé avec le système fiscal des impôts. Et donc là, quelque chose qui est très robuste, qui donne à chacun son socle, quoi qu'il arrive. Bon. Et avec ceci, et j'aime beaucoup la phrase qui a été mise ici en conclusion, en disant, finalement, avec un revenu de base universel, nous libérons les gens, leur permettant de travailler dignement pour la communauté. Alors ça, c'est quand même une phrase choc, disant, voilà, comme on donne de l'argent aux gens, hein, encore une fois, un minimum, c'est très bas, hein, les gens, du coup, ils n'auront pas faim. Donc, ils seront dans une position où ils peuvent choisir un travail, ils peuvent investir, ils peuvent reprendre une formation, ils peuvent créer leur business, voilà. Parce qu'ils ont suffisamment quand même pour pouvoir être actifs. Si on n'a rien de rien, quand le matin on se lève sans savoir ce qu'on va manger dans la journée, qu'est-ce qu'on cherche dans sa journée? On ne cherche pas un travail, on cherche à manger. Mais ça, c'est une phrase quand même assez forte. Quand quelqu'un n'a rien dans le ventre, le matin en se levant, il ne cherche pas un travail, il cherche à manger. Et ça, c'est quand même une chose qu'il faut quand même bien mesurer et qui a des conséquences très fortes, on le verra. On continue. Voilà. Donc, sur ce sujet du revenu universel, c'est un sujet qui est débattu partout, dans tous les partis, dans tous les pays. C'est un sujet mondial. C'est un sujet mondial. Depuis le temps que nous faisons du lobbying sur le sujet en France, auprès de tous les partis, nous avons évidemment un peu compris qui était pour, qui était contre et pourquoi. Alors, je vous présente ça sur cette page-là, de manière très, très synthétique. Pour vous le présenter, j'ai utilisé ce schéma, qui est un schéma que j'ai récupéré auprès du CBIPOF, qui présente les orientations politiques selon 4 axes. En haut, vous voyez ceux qui sont très accrochés sur le libéralisme économique. Libéralisme à fond. Libéralisme économique vraiment à fond. Et tout en bas, à l'opposé, c'est ceux qui sont vraiment pour l'interventionnisme étatique, que l'État décide de tout, pose des règles et contrôle tout. C'est opposé, ces deux choses-là. Et dans l'autre sens, en horizontal, vous avez d'un côté, vous avez le libéralisme culturel. Culturel, c'est la manif, c'est le mariage pour tous, tous ces sujets-là, culturels. Et puis le côté conservatisme culturel, par contre, là, c'est la manif pour tous. Vous voyez, ça peut pour donner un peu une image. C'est culturel d'un côté et c'est économique de l'autre. Et on peut positionner plus ou moins les différents partis politiques, les récents en tout cas, dans ce paysage-là. Et ce que je constate, c'est que finalement, les endroits où on trouve plus d'intérêt sur l'universel, c'est ceux que j'ai entourés par ce pavé, par ce pointillé vert. C'est dans cette zone-là qu'on va trouver les personnes qui sont les plus sensibles au revenu universel. Et ce sont les personnes qui sont plutôt libérales d'un point de vue économique, mais pas trop. Ceux qui sont très libérales d'un point de vue économique sont contre. C'est un peu nuancé, ce que je raconte. Et puis, par contre, libération culturelle, par contre, largement, ça plaît bien. Ça plaît bien. Et les oppositions, par contre, dernière partie du transparent, les oppositions sont celles qui viennent à 3 niveaux, voilà, qui sont ces 3 choses-là. Quand j'ai fait plein d'interventions partout auprès de plein de gens, il m'arrivait souvent de me faire traiter de communiste. En disant, ouais, même tout pour tout le monde, c'est communiste votre truc. Du coup, communiste. Du coup, je suis un communiste, pof. Et puis parfois, il me dit, votre truc, vous êtes un néolibéral. Bon, je suis un néolibéral, alors je suis un néolibéral communiste. Je ne savais pas que ça existait, voilà. Bon. Voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué, c'est qu'en fait, quand on est plutôt vers le bas, plutôt dans l'interventionnisme étatique, on veut quelque chose qui soit vraiment géré par l'État, et donc le côté libéral de la proposition déplaît. Et de l'autre côté, à l'inverse, on me dit, votre truc, c'est un truc communiste. Bon.
Et puis, par contre, ce qu'on trouve un peu partout, c'est des gens qui disent, bah, vous, votre truc, c'est contre le travail. Vous êtes contre la valeur travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve à plein d'endroits. Et je suis certain que dans la salle ici, c'est sûr, ne vous défendez pas, certains d'entre vous ont ce sentiment-là. C'est normal, c'est extrêmement répandu. Donc, voilà. J'espère qu'on en parlera. C'est normal. Hein, voilà. Bon, et en fait, c'est le côté valeur travail, on est un peu formaté là-dessus. Et donc, ce que je vous proposer après, c'est justement vous aider à comprendre ce formatage-là. Vous aider à le comprendre et à le démonter, c'est possible. OK. Voilà. Alors ensuite, comment on peut présenter le revenu universel? On peut le présenter de différentes manières. C'est parti. Il y a un petit décalage sur les écrans. Un petit décalage. Voilà. Donc, la manière de présenter les choses, dans les périodes récentes, depuis 10 ans, ce qu'on entend sur le sujet, on entend 3 discours de personnes qui proposent un revenu universel. Il y en a qui nous disent, premier pavé, ils nous disent, voilà, finalement, c'est pour compenser le fait que la technologie envahit tout, que les machines envahissent tout, que les robots envahissent tout, et que du coup, le travail humain, il devient moins impertinent, et que du coup, on va perdre le travail humain. Et donc, si on perd le travail humain, les gens n'ont plus le revenu, donc du coup, comment on fait? D'où l'intérêt de donner un revenu pour que tout le monde puisse consommer, même s'il a perdu son travail. C'est quelque chose qu'on entend pas mal en Californie. Les entreprises, voilà, des grandes entreprises que vous connaissez tous, hein, les Amazon et compagnie, les GAFA qu'on connaît bien, qui disent, vous voyez, nous on fait des GAFA, on automatise tout, on est vachement intelligent, on est vachement malin. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver sans boulot, parce que nous, on est tellement forts. Voilà. Honnêtement, si on regarde un petit peu des écrits un peu anciens, hein, on peut remonter jusqu'à Aristote. Aristote disait déjà qu'il y avait un danger. Aristote disait, le jour où on trouvera un moyen pour que les lyres puissent jouer sans l'esclave, qu'est-ce qu'on fera les esclaves, quoi? On aura moins d'esclaves pour jouer la lyre. C'est quand même un peu embêtant, quoi. Qu'est-ce qu'on fera les esclaves? Donc c'est cette histoire, donc le fait qu'on va faire disparaître le travail, c'est pas faux, ça se discute. Donc, là, moi, personnellement, je ne pousse pas cet argument-là, qui me paraît un peu fragile. Deuxième niveau d'argumentaire, c'est de dire, finalement, un revenu universel, c'est quand même extrêmement efficace pour instaurer une société fraternelle. Disant, voilà, toi, je ne te connais pas, toi, Pierre, Paul, Jacques, voilà, tous là, bon, vous avez tous droit, vous avez tous cette chose-là, quoi qu'il arrive. Donc, vous êtes tous partie de la communauté. Donc là, c'est la fraternité, mais vraiment en acte. Et ça, c'est un moyen, si on le fait intelligemment avec une fiscalité qui va bien, c'est un moyen très concret de mettre en place un transfert entre les personnes de manière vraiment efficace, avec une fraternité extrêmement visible. Ça, c'est un discours qu'on comprend bien, qu'on entend souvent. Et puis le troisième, c'est de dire, finalement, tous nos systèmes actuels, le RSA, les AH, les machins, les trucs, les bidules, on n'y comprend rien, les ASS et tout ça, on n'y comprend rien. C'est beaucoup trop compliqué. Les personnes qui sont en situation difficile doivent se bagarrer pour obtenir des aides, pour faire valoir leurs droits. Et ça, c'est pas correct. On casse les gens. On casse les gens avec un système qui est tellement compliqué que les gens subissent tout le temps, ils subissent tout et ils finissent par on les casse, quoi. On les casse. Donc, il vaut mieux que les personnes vraiment aient quelque chose d'automatique. On leur demande rien, ça tombe. Ils ont ce socle, quoi qu'il arrive, et du coup, ils peuvent vivre leur vie. Ils peuvent s'émanciper, ils peuvent créer un truc, ils peuvent investir, ils peuvent se former, ils peuvent vivre. Ils peuvent vivre. Donc, on a vraiment, voilà. Si vous voulez que je vous montre ça, ces 3 choses-là, c'est 3 types de discours qu'on peut avoir qui mènent au revenu universel dans les périodes récentes. Et personnellement, moi, ce que je préfère, c'est celui-là. Celui-là, je ne sais pas si vous êtes familier de la pyramide de Maslow, pyramide d'Abraham Maslow, qui est un concept bien connu en sociologie, qui explique que finalement, l'être humain, pour fonctionner, il a besoin, il faut qu'il satisfasse un certain nombre de besoins. En bas, il faut satisfaire des besoins physiologiques. Il faut se nourrir, boire, dormir, se laver, voilà, physiologique. D'accord? Donc ça, tout le monde, il n'y a pas de débat, tout le monde a besoin de ça.
Ensuite, à niveau faut aussi il y a des insécurités. Si on peut se nourrir, mais par contre, on est tout le temps agressé par les voisins, bon, sécurité, c'est pas terrible. Bon. Et puis, c'est dans un groupe, dans quelque chose, une entreprise, une association, enfin, qui a un rôle dans un groupe, une appartenance. Ensuite, estime de soi. Estime de soi, qu'on est vraiment, bien dans sa société, qu'on a des feedbacks positifs, qu'on dit bien, bon, du coup, on développe quelque chose qui est positif par rapport à soi. Et puis tout en haut, on a besoin de réalisation, de vraiment faire des choses qui ont un impact sur la société. On a une reconnaissance pleine. Chacun de nous a besoin de ça. Nous avons tous ces 5 besoins-là, tous. Et la thèse, moi, ce que je soutiens, c'est que, et sera, il vient derrière, mais je ne vois plus, c'est qu'on a tous besoin de ça. Et la société, il me semble, dans une société riche, développée, consciente de ses valeurs, nous pouvons choisir collectivement d'assurer à chacun les 2 premiers niveaux. S'assurer que personne ne soit en fragilité par rapport à ses besoins physiologiques et à ses besoins de sécurité. Je crois que là, il y a un rôle collectif par rapport à ça. Il y a un rôle collectif. Voilà. Donc ça, c'est mon point de départ. Ce point de départ, on peut le formuler par cette image-là, disant mais finalement, dans une société, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de place à table? Est-ce qu'on décide que telle personne n'a pas de place autour de la table commune? Et pour quelle raison? Finalement, le revenu universel, la question qui est posée, c'est de dire qui n'a pas sa place à la table commune? C'est ça la question qui est derrière, en fait. C'est quand même une question assez massive. Hein. Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai fait un tout petit parcours pour montrer un petit peu les cas qui sont un peu des cas, voilà, un peu limite. Premier cas limite. Le cas limite, ça arrive. Voilà. On prend le cas des migrants. Les migrants, les personnes qui traversent la Méditerranée dans des conditions épouvantables. OK, on connaît. Bon, ces personnes-là qui arrivent en France. Quand elles arrivent en France, bien souvent, bah, ils demandent d'être reconnus comme migrants, voilà, ils demandent l'asile, quoi. Demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, quand on fait sa demande d'asile, savez-vous que on a interdiction de travailler? Vous savez ça? On fait une demande d'asile dans le pays. Donc oui, ah, très bien, vous faites la demande d'asile, parfait. Donc vous avez le droit de rester en 6 mois, mais surtout, vous ne travaillez pas. Interdiction de travailler. Comme accueil, c'est sympa. Par contre, on leur donne de l'argent. Hein. On leur donne, donc le montant, c'est 6,80 € par personne. Pour une personne seule, 6,80 € par personne. Si on n'a pas de solution pour la loger, bon, on lui donne en plus 7,40 € par nuit, on va dire, pour se loger. Bon. Et puis, s'il y a une famille, bon, ça fait 432 € en tout pour une personne seule. Hein. Et puis, si c'est une famille avec 4 enfants, on donne 743 € pour vivre, se loger avec une famille avec 4 personnes. Voilà. Donc, interdiction de travailler. On fait 743 €. Maintenant, vous êtes bienvenue en France. Je ne vais pas en débattre très longtemps, pour en parler longtemps de ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même vous rappeler, c'est que les personnes qui sont dans ces situations-là, on leur dit, vous n'avez pas le droit de travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils travaillent tous au noir. Parce que vivre avec, imaginez une famille, les 2 enfants, voilà, et d'un couple avec 2 enfants, 743 € en France pour vivre, ça veut dire, ils ne sont pas capables de travailler, il y a un petit problème. Quoi. Voilà. Donc, voilà, on montre un petit peu de quoi on parle. Hein. Deuxième cas, qui apparaît derrière, voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui existe dans les territoires d'outre-mer. Vous avez un dispositif qui s'appelle le RSO, Revenu de solidarité outre-mer. C'est quelque chose qui peut être demandé aux personnes qui sont chômeurs de longue durée et qui atteignent l'âge de 55 ans. À 55 ans, ils vont voir l'administration en disant, voilà, bah, bon, j'ai mal trouvé du boulot, bah, OK, très bien, vous avez demandé un RSO, pas de souci. Nous avons remplissé le dossier. Dans le dossier, ils signent ce qui est écrit en rouge ici, hein, c'est marqué une flèche rouge. Ils s'engagent à ne plus jamais travailler de leur vie. Donc, pour recevoir un RSO qui fait donc 563 € par mois, hein, donc on va voir ça de 55 à 65 ans pendant 10 ans, ils s'engagent à ne plus jamais travailler de leur vie. Okay, donc, quand on dit que le système actuel, bah, c'est le travail, voici le système actuel. Hein, OK,
Donc, les migrants d'un côté, les personnes qui sont territoires d'outre-mer. Très bien, je vous éclaire un peu la chose. Suivante. Parenthèse, si on a mis en place le RSO, c'est pour que ces personnes-là qui signent le RSO sortent immédiatement les statistiques du chômage. Quand on a le RSO, on n'est plus au chômage, bien sûr. Donc, évidemment, pour les statistiques, c'est plutôt un bel effet, quoi. Autre dispositif existant, l'ASS. Alors, quand on parle anglais, on est un peu surpris par le mot, mais peu importe. C'est la question de solidarité spécifique. C'est une prestation qui est proposée par Pôle emploi. Une fois qu'on était chômeur, un certain nombre de temps, bon, mettons 2 ans, au bout des 2 ans, on n'a plus chômage. Là, on peut demander l'ASS. On l'obtient. Si on a des ressources faibles, on reçoit l'ASS. L'ASS, quand on l'obtient à vie. C'est-à-dire qu'on l'obtient tant que ces ressources ne sont pas montées à un certain niveau. Donc on garde pendant longtemps, quoi. Potentiellement, on garde pendant longtemps. Et on le garde, donc là j'ai indiqué en bas ici, tant qu'on n'a pas dépassé pour une personne seule 1 252 €, c'est à peu près le niveau du SMIC, tant qu'on n'est pas au niveau du SMIC, ben, on garde la SS, qui a plein d'avantages. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ça a plein d'avantages. Donc là, les personnes qui sont à la SS, souvent, ben, font gaffe à ne pas trop monter, quoi. À rester en dessous du seuil pour ne pas se faire opérer, pas se faire éjecter la SS, qui présente pas mal d'avantages. Continue. Ça y est, le RSA. Donc le RSA, alors, évidemment, c'est illisible. Bon, je suis désolé. Là, je vous ai présenté quoi? Le RSA. Le RSA, c'est une allocation différentielle. C'est-à-dire que les personnes vont recevoir la différence entre un montant, qui est un montant maximal, et les ressources qu'ils ont déjà. Les ressources qu'ils ont déjà, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, d'avoir une activité professionnelle. Quelqu'un qui fait un petit boulot, qui récupère, je ne sais pas moi, n'importe quoi, 500 € pour son petit boulot, son RSA, ça sera 527, le montant que j'écris en haut, moins 500. C'est-à-dire qu'il recevra 27 €. Donc, autant dire qu'il a travaillé pour rien, parce que les 500 €, on lui enlève de son RSA. Okay, quelqu'un qui a, je ne sais pas, marqué ici, pension alimentaire, qui reçoit des pensions alimentaires, on soustrait. Quelqu'un qui a eu un dédommagement par rapport à l'amiante. Dans sa vie professionnelle, il était exposé à l'amiante, il a une pension, dédommagement pour l'amiante. OK, pension alimentaire, on vous le soustrait. Tout est comme ça. Voilà. Rente d'orphelin, on vous le soustrait aussi. Donc, on soustrait tout. Donc, quelqu'un qui est au RSA, dès qu'il a un revenu de quelque sorte que ce soit, on soustrait. Voilà. Donc, quelque part, les gens, une fois qu'ils sont au RSA, ils cherchent plutôt à se planquer, si vous voulez. Hein. On soustrait tout. Et, voilà. Et donc, pire que ça, la suivante, c'est que quand on est au RSA, on a également des prestations complémentaires, qu'on appelle les droits connexes, qui sont associés au fait d'être au RSA, plus ou moins directement. Et donc, si jamais ils reprennent un boulot qui les fait sortir du RSA, c'est vite fait, hein, mais ils perdent en plus tout ça. Donc, les gens qui sont au RSA, il y en a relativement peu qui sortent du RSA. Il y en a relativement peu. Parce qu'une fois qu'on y est, se bagarrer pour en sortir, pour trouver un vrai boulot bien payé, ainsi de suite, eh ben, c'est une sacrée galère. C'est une sacrée galère. Donc, les gens, ils restent scotchés au RSA. Donc, quand je vous présente tout ça, c'est pour vous dire que qu'on soit migrant, qu'on soit outre-mer, qu'on soit ci, qu'on soit ça, à chaque fois, on a une vraie difficulté à travailler. Dans le système social actuel, et c'est pour ça qu'il y a 20 ans, je me suis révolté sur le système actuel, c'est justement le jour où j'ai compris que le système actuel est un vrai frein au travail. C'est un frein massif au travail. Et le revenu universel, pourquoi? Si on me dit, tiens, on te donne ce montant-là, et maintenant, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu travailles, super, on ne t'enlèvera rien. Ça fait une sacrée différence. Ça fait une sacrée différence. Voilà, donc voilà, j'ai fait un parcours relativement long pour vous dire le pourquoi de cette proposition. Voilà, donc ok, donc voilà, donc conclusion de cette petite partie-là, effectivement, c'est dire que le système actuel, il est d'une part extrêmement compliqué. Pour les personnes, c'est extrêmement blessant d'entrer là-dedans, hein, c'est vraiment très dur. Hein. Et puis, bon, une fois qu'on est dedans, on est enfermé dans un statut qui est un statut inférieur, et à sortir, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Voilà, donc le travail que j'ai fait, c'est voilà, mon bouquin initiative. En fait, j'ai fini ma thèse sur le sujet en 2011. Puis après, bon, j'ai fait quelques articles par-ci par-là, quelques bouquins. Et celui-ci, j'ai sorti plus récemment, donc en 2021.
fin 2021, pour justement expliquer plus en détail, de manière peut-être plus accessible à ces sujets-là. Donc, c'est un bouquin, il paraît qu'il se lit bien. Bon, je suis mal à dire, j'en sais rien. Enfin, on me dit ça. Pour justement décomposer un peu toutes ces notions-là. Le point de départ, c'est quoi? Si on dit, OK, maintenant, on a compris le système, on dit, tiens, on en veut bien, ça paraît intelligent, ça paraît intéressant, revenu universel, ça ressemblerait à quoi en France, concrètement? C'est quoi? De quoi on parle? Le point de départ, c'est l'impôt sur le revenu. Quand on parle de revenu universel, spontanément, les gens disent, tiens, c'est un nouveau truc qui remplace le RSA. Non, en fait, non. Le revenu universel, il ne remplace pas d'abord le RSA. Il remplace d'abord la complication de l'impôt sur le revenu. Alors, quand je dis ça, on dit qu'il a fumé quelque chose, ce garçon. Bon, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a du mal à comprendre que notre système social et fiscal français est tellement compliqué et mélangé qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe. Le point de départ, c'est ce qui se passe dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Ça, j'insiste toujours demande, je vais expliquer ça. Dans le document, vous avez tous lu évidemment, qui est la brochure pratique qui vous explique comment calculer votre impôt sur le revenu, qui fait 450 pages, vous arrivez enfin à la page 361 à un tableau qui vous donne le barème du calcul de l'impôt sur le revenu. Vous arrivez à la page 361. On va passer à la suivante, on pourra le voir en plus gros, sinon c'est compliqué. Et vous avez donc ce tableau qui est là, qui vous dit, voilà, l'impôt il est calculé selon 5 tranches de revenus. Si sur la première tranche, vous voyez, entre 0 et 10 225 € de revenus annuels, pour un nombre de parts, si on a un couple, on divise par 2, bon, par nombre de parts, vous payez 0. Si vous avez entre 10 225 et 25 000 ou 26 000 quelque chose, voilà, là, vous allez payer 11% des revenus qui sont dans cette tranche-là, moins un terme fixe qui est de 1 124 €. Si vous êtes dans la tranche 3, vous payez 30% de vos revenus, moins un terme fixe de 6 078 € par part. Je vais vite. Cette troisième tranche est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, ce terme fixe de 6 078 € par an et par personne, quand on est en couple, c'est x2, hein, eh ben, ce terme-là, moi, si j'étais nommé à la place de Macron, hein, demain, ben, après-demain, je nommerais cette chose-là revenu universel, immédiatement. Parce que c'est exactement ce que c'est, ces choses-là. C'est une sorte de revenu universel, en fait. C'est un montant unique qui se soustrait à l'impôt payé par les personnes qui sont dans cette tranche-là. C'est calculé automatiquement par le fisc, automatique, on n'a rien à faire. Aujourd'hui, c'est mensuel. Maintenant, l'impôt, c'est mensuel. La prélèvement, c'est mensuel. On ne vous demande pas si vous travaillez ou pas. C'est sur vos revenus, travaillez ou pas, ce n'est pas la question. Et le montant, bah, 6 000, divisé par 12, ça fait donc 500 et quelques euros par mois. Ça, c'était le montant de 2022. Maintenant, 2023, c'est un peu plus, 533 €. C'est automatique. Si je vous présente de manière peut-être plus... voilà, d'abord ça. C'est le tableau-là. Et il vous dit que la progressivité de l'impôt sur le revenu, elle suit donc ces 5 tranches. Et là, vous avez une statistique très intéressante faite par le fisc, par la direction fiscale, qui nous dit que bien, la tranche à 30%, que j'ai marqué en rouge ici, la tranche à 30%, elle concerne 5 millions de foyers fiscaux, 5 millions, 10 000, ok, 5 millions de foyers fiscaux, et ça représente donc 12,8% de tous les foyers fiscaux de la France, hein, 12,8% de la population, et la production fiscale de cette tranche-là, c'est 36 milliards d'euros. Ça fait donc 47% de l'ensemble de toute la production fiscale française, de cet impôt. Donc cette tranche à 30%, c'est la tranche largement dominante de toutes les tranches. Celle qui produit le plus, hein, très clairement, et produit quasiment la moitié de l'ensemble. Et les tranches suivantes, à 41 et 45%, elles sont payées par 1% ou 0,2% de la population. C'est très marginal, c'est de l'ordre de 1%. Voilà. Et donc, ça vaut vraiment le coup de regarder cette tranche-là. C'est la tranche la plus significative de l'impôt sur le revenu. Si on met la graphique, présentation de manière graphique, alors la courbe rouge, c'est donc la courbe de l'impôt sur le revenu. Alors, elle descend vers le bas, comme c'est de l'impôt. Moi, je présente en négatif ce qui est de l'impôt. On descend vers le bas. Donc, on a tout à fait à gauche, on a un taux à 0, donc la courbe est plate, c'est 0, donc on n'enlève rien.
Ensuite, ça descend un petit peu à 11%. La pente est légère. Ensuite, on a une pente à 30%. Ça descend beaucoup plus franchement. Et ensuite, ça accélère un peu, 45%. Et l'impôt, quand on est dans cette tranche-là, l'impôt sur base mensuelle, c'est 30% de vos revenus imposables, moins 533,86 € par mois et par personne. Par un couple, c'est x2. Et je vous dis, ce montant-là, je suis très tenté de l'appeler revenu universel. Je l'ai mis sur la droite, vous voyez pétantement qu'il y a les montants année après année. Ces montants évoluent avec l'inflation. Bon, c'est de l'ordre de 500 €. Maintenant, je regarde ce qui se passe du côté des pauvres. Des pauvres, ceux qui sont en difficulté, qui sont au RSA. Le cas très commun aujourd'hui, il y a plein de gens au RSA. Le RSA, donc si on a un petit revenu, son RSA, il va diminuer très fortement, mais on a la prime d'activité qui va arriver, qui va remonter un peu les choses. La prime d'activité, il y a un moment où on a une sorte de bonification de la prime d'activité. Bref, pour les personnes qui ont des petits revenus, l'aide, je dirais, générale RSA prime d'activité, elle suit cette courbe-là, ce petit zigzag en vert. Si je fais la moyenne du zigzag, la moyenne du zigzag, c'est une notion un peu floue, mais bon, je pense que vous comprenez. Vous avez cette courbe rouge, ce pointillé rouge, qui est une pente de 30%. Donc, en haut, vous démarrez à peu près 530 €. Actuellement, on est à 526 € pour le RSA en question. 530 € et vous descendez à 30%. 530 €, 30%, ça ne vous rappelle rien, ça? C'est exactement ce qu'on a vu sur l'impôt sur le revenu. C'est très curieux. Allez-y sur la page suivante. Ça me dit quoi? Si on met sur le même graphique la courbe rouge de l'impôt sur le revenu et la diminution du RSA, la prime d'activité, tout ça est très aligné. C'est-à-dire que pour les gens qui sont RSA, globalement, ils ont 500 €, moins 30% de leur revenu, plus ou moins. Pour ceux qui sont à l'impôt sur le revenu à tranche 3, eux, leur impôt, c'est 30%, moins 520 €. C'est extrêmement aligné. Et donc, si on veut mettre en place un revenu universel, moi, président, comme dirait l'autre, je vous le fais après-demain. Je remplace tout ce fatras par ce que vous avez là. Et voilà, maintenant, l'impôt sur le revenu, si ça passe, voilà. Et voilà, je remplace toute cette complexité qui casse les gens par cette courbe-là. Voilà, bon, maintenant, c'est simple. Pour tout le monde, c'est la même histoire, c'est vous avez tous 500 €, moins 30% de tous les autres revenus. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Voilà, donc je suis un peu magicien pour expliquer finalement, on a aujourd'hui déjà un revenu universel, aussi bien qu'on ait du RSA avec plein de conditions horribles, et aussi bien qu'on ait l'impôt sur le revenu avec une complexité de 450 pages, on peut faire beaucoup plus simple. 530% pour tout le monde. Fin de l'histoire. Et ça ne change pas grand-chose sur les masses. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc la formule, donc 530%, 530, 30%, on peut le formuler différemment. On donne chacun un revenu universel de 500 €. Et puis on va instaurer 530, on va instaurer une redevance universelle de 30% sur tous les revenus. Voilà, on fait ces deux choses-là, et on a exactement cette courbe-là, qui est grosso modo la courbe actuelle du RSA, qui est grosso modo la courbe actuelle de la troisième tranche d'impôt sur le revenu. Donc, pour la plupart des gens, ça change peu de choses, très peu de choses. Voyons, je pense que ça change. Ça change pas grand-chose pour les célibataires. Pour les célibataires, là j'ai mis sur la même graphique, c'est un peu chargé, désolé. La courbe du bas, c'est les personnes célibataires ou seules, bon, qui ont, en tout cas, il y a des trucs compliqués qui se passent. Et puis au-dessus, vous avez la même courbe pour les couples. Pour les couples, en fait, quand on est couple pauvre, on est globalement massacré. On est massacré par le système fiscal, on est massacré par le système social. Les personnes qui sont au RSA ne reçoivent pas 2 fois 530 € quand on est en couple. On reçoit 700 et quelques euros. On ne reçoit pas le double. Et donc là, moi je dis, maintenant, si ça devient un revenu individuel, 530 € par personne, si on est deux, ça fait 1060 directement. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc là, les gagnants, globalement, sont les pauvres, pauvres et modestes, qui, eux, auraient assez notablement plus qu'aujourd'hui. Si ces questions-là, si vous voulez approfondir, vous allez sur lemodèle.fr, il y a un calculateur en ligne, et si vous faites tous les cas que vous voulez, ça vous calcule tout, ça vous explique le truc. Voilà, donc conclusion intermédiaire.
Je vois que ça fout un peu. Là, dire fatalement, la conclusion, le point, c'est quoi? C'est de dire que finalement, plutôt que de faire des dispositifs compliqués pour les pauvres, des dispositifs compliqués pour les riches, faisons un truc simple pour tout le monde. Disant, riche ou pas riche, tout le monde a 500 euros. Les riches l'ont déjà. Ils ne le savent même pas, mais ils l'ont déjà. Vous soyez pauvre ou riche, tout le monde 30%. Les pauvres payent déjà plus que 30% en général. Mais bon, souvent, OK. 30%, 500 euros, c'est grosso modo ce qu'on a actuellement. Et donc, disons ça. Et on place un système extrêmement simple que tout le monde peut comprendre, qui ne change pas beaucoup par rapport à l'existant, et qui ne coûte pas très cher. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je vais aller rapidement sur les détails. Si vous avez compris ça, c'est déjà l'essentiel. Ensuite, bon, détail. À quel âge on commence? À quel âge on commence? La question qui se pose, c'est pour les enfants. Les enfants, actuellement, si vous essayez de comprendre quels sont le niveau des aides que les parents reçoivent pour leurs enfants, ça donne ce graphique-là. Ce graphique-là, c'est le niveau de l'aide par enfant, selon que les parents sont en couple ou parents isolés. S'il y a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, vous avez des courbes de couleurs différentes. Et donc, selon les cas, vous recevez soit 0 pour votre enfant, soit 500 euros par mois pour votre enfant, selon les cas divers et variés. La cohérence de cette chose-là, j'en ai parlé, on a fait des bouquins là-dessus, on a présenté ça à plein de députés, de sénateurs et plein de gens de tous les ministères. Personne n'est capable d'expliquer ce truc-là, mais absolument personne. C'est absolument incompréhensible, illégitime au dernier degré. Voilà. C'est-à-dire que les personnes en couple qui ont un seul enfant, un courbe rouge en bas, qui ont 2 SMIC, c'est le niveau le plus standard de la population, n'ont rien pour leur enfant, ou quasi rien. Voilà. Donc vous avez donc cette diversité qui est absolument aberrante. Et donc on dit, tiens, ça c'est pas compliqué, après-demain, je suis élu, paf, après-demain, bing, je remplace tout ça par quelque chose de simple. Quelqu'un me expliquait comme la courbe. Donc une éco, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des montants pareils? Parce qu'en fait, on a 10 dispositifs. Les dispositifs ont tous des conditions différentes, ça se combine plus ou moins les uns les autres, bon, et ça vous donne une espèce de patchwork absolument immonde. Mais par contre, au global, vous avez des montants qui montent, qui descendent. Personne ne peut rien comprendre, c'est pas possible. Hein. Donc, la proposition, pardon, c'est ça, c'est dire, voilà, un enfant 7 ans, 2 enfants 7 ans, 3 enfants 7 ans. Voilà, on met un montant unique par enfant, fin de l'affaire. Et toutes ces complications qui n'ont aucun sens, on met ça la plus belle, quoi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc quand on parle du revenu universel, on dit aussi qu'il faut commencer par nettoyer le côté enfant, parce que les enfants, c'est tellement compliqué et tellement aberrant que ça a un nettoyage facile à faire. Voilà. Et donc, si on combine donc, le côté donc le 2RU qu'on a vu, 30% 500 euros, et le montant par enfant, ça veut dire qu'on va remplacer notre système actuel fiscal et social par une proposition qui a un impôt progressif, qui sera dans une zone négative au début, c'est que les gens ils vont recevoir de l'argent, et puis quand on atteint un certain niveau de ressources, selon sa configuration familiale, on va payer de l'impôt plus ou moins fort. Voilà. OK. Donc, c'est une proposition. Cette proposition, elle est un peu connue, parce que bon, là, on a pensé depuis pas mal d'années à plein de gens, et donc, on a parfois des retours, des trucs, on n'est pas tellement d'accord pour un tas de raisons. Bon, j'ai déjà parlé de la valeur travail, communiste, néolibéral et compagnie, bon, ça, on pourra évacuer, mais qui exprime des doutes? Et donc là, on va regarder un par un, il y en a 5. Hein. D'une part, vous avez ce que j'appelle les néolibéraux et conservateurs, qui disent, finalement, dans la Bible, il est écrit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc, il faut que les gens souffrent pour manger. Bon, voilà. Donc ça, c'est une vision de la société qui est de dire il faut que les gens vraiment travaillent dur pour pouvoir se nourrir. Sinon, c'est pas bien. Ouais, dans une société pauvre, je veux bien. Dans une propriété de la société française d'aujourd'hui, imposer aux gens de souffrir des années pour pouvoir se nourrir, je ne sais pas si c'est tellement à l'ordre du jour. Je pense il serait temps qu'on dépasse ça. Quoi. Normalement, il faut passer à autre chose. Quoi. Voilà. Et dire qu'il y a un ordre naturel du marché, que si c'est le marché qui fonctionne, c'est bien. Non, il y a un moment, le marché fonctionne mal. Donc, bon, ça paraît bien tentant de régler un peu les choses. Deuxième catégorie de doutes exprimés. Alors, j'ai appelé, avec un peu d'ironie, les professionnels de la lutte des classes. Donc, ceux qui sont pour, enfin, j'en ai rencontré un certain nombre, je n'aurai pas de nom, qui disent, voilà, votre système, l'expression, c'est la roue de secours du capitalisme.
Alors, voilà, ça vous amuse, voilà. La route secours du capitalisme, disant votre système, avec ça, vous allez prolonger le capitalisme. Parce que vous allez rendre le capitalisme supportable. Et nous, on veut casser le capitalisme. Donc, votre truc, c'est pas bien. Bon, d'accord, moi, je suis pas là pour casser le capitalisme, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Moi. Donc voilà, ceux qui veulent casser le capitalisme, ils n'aiment pas mon affaire. Ils disent, vous allez être en train de faire vivre le capitalisme. Bon, ok. Troisième, vous avez alors, la technocratie. La technocratie et les experts. Tous ceux qui vivent de la complexité. Et là, dans mon bouquin, j'ai un chapitre là-dessus. J'ai pas mal de remarques. Les gens qui me demandent les noms, parce que je cite des propos que j'ai entendus dans les ministères, et ainsi de suite. Les gens me disent, mais qui t'a dit à tout pareil, quoi. Et je n'invente rien. Il y a des gens qui ont pour mission sur Terre de tout régler la vie des gens, quoi. Ils veulent tout savoir et tout régler de vos vies, quoi. Et donc, quelque part, quand on explique qu'on fait un truc très simple que tout le monde comprendra, ils disent, moi, je deviens quoi? Moi, j'ai fait des études super élevées, je suis vachement intelligent, et pourquoi maintenant, les gens vont faire tout seuls, quoi. Bon, je joue un peu, mais franchement, ça ressemble beaucoup à ça, c'est impressionnant. Voilà, et donc ils disent, nous, on va penser à tous les cas possibles, ce sera vachement intelligent. Voilà, bon. Quatrième, alors là, c'est plus douloureux. Là, c'est beaucoup plus douloureux parce que, et là, j'en ai rencontré, j'ai eu des réunions parfois assez difficiles, avec des personnes qui sont dans des associations, et je me dis quand même parmi vous, hein, des associations qui luttent contre la pauvreté, qui luttent contre les injustices, ainsi de suite, et qui, souvent, ont du mal à concevoir qu'un dispositif automatique puisse apporter un vrai bienfait. Parce qu'eux se battent tellement au quotidien avec les gens pour défendre leurs droits, ainsi de suite. Ils sont tellement investis là-dedans qu'ils ont du mal à imaginer qu'un truc fiscal puisse faire un vrai progrès. Donc là, il y a une difficulté là-dessus. Cinquième, alors c'est encore plus douloureux, c'est mes copains. Mes copains qui s'intéressent également au revenu universel, et parmi d'entre eux, il y en a pas mal qui sont des vrais utopiques, quoi. Eux, c'est bon, super, demain on ne travaille plus, il suffit de faire des taxes, blablabla, des trucs délirants, et c'est simple. Ouais, voilà. Donc, parmi les promoteurs du revenu universel, certains n'ont pas du tout les pieds sur terre. Et ça, pour moi, c'est très compliqué, parce que du coup, ça rend le truc un peu compliqué à discuter. On va terminer rapidement. Voilà, conclusion. Conclusion, donc si on veut arriver, voilà, faire synthèse de tout ce que je vous ai raconté là, donc, première partie, donc les modalités. Les modalités de ce qu'on propose là, c'est quoi? C'est qu'on va remplacer l'impôt sur le revenu, la plus grosse partie de l'impôt sur le revenu, les minima sociaux, RSA et autres, les allocations familiales, par quelque chose de beaucoup plus simple. Première chose. On maintient évidemment toutes les assurances sociales, les cotisations qui vont avec, santé, retraite, chômage, ça ne bouge pas, ça ne change rien, hein, on ne touche pas du tout. Tout ce qui est allocation particulière sur le logement, sur le handicap, bon, ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison, tout ce qui vient, ça ne change pas. Les impôts, voilà, les impôts les plus riches, 41-45%, c'est un autre sujet. Moi, je m'en occupe pas. Là, si vous regardez ça, il y a ça, moi, c'est pas mon problème. J'en ai pas besoin, si vous voulez, quelque part, c'est un autre sujet. Bouclage du financement, donc c'est principalement les 30%. Il faut monter à 31% pour régler les particuliers, mais bon, c'est peut-être 32%. Bon. Voilà. En tout cas, le bouclage se fait tout simplement avec les 30%, on va pousser un petit peu. Conséquence, si on met en place un système aussi simple, hein, mais 530 € par adulte, les 200-250 € par enfant, 30% sur tout le revenu, extrêmement simple, eh bien, c'est tellement simple que tout le monde peut comprendre. Tous les citoyens de ce pays peuvent comprendre le système. Et du coup, ça s'applique à eux, ça s'applique à leurs voisins, ça s'applique au plus haut, au plus bas de l'échelle. Tout le monde comprend. Et là, d'un point de vue démocratique, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Incitation au travail. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le RSA, le RSO, tous ces trucs qui empêchent les gens de travailler, soit on leur interdit, soit on est tellement de contraintes qu'ils n'ont pas intérêt à travailler, quoi. On vire tout ça. Moi, je ne vois aucune raison d'empêcher quelqu'un de travailler. Aucune. Et donc, je vire absolument tous les empêchements de travailler, tous. Les gens ils travaillent super. Il n'y a aucun moyen de les freiner. Pourquoi on empêcherait quelqu'un de travailler? Ça n'a aucun sens. Et je pense que Marcel Raymond, dans ce qu'il a dit, je suis extrêmement clair là-dessus. Il n'y a aucune légitimité à ça. Automatique. Donc, comme c'est automatique, il n'y a plus de non-recours.
Aujourd'hui, le non-recours est massif, hein, c'est 30%, voire plus. Non, plus de non-recours, c'est automatique. Personne, tout le monde le touche, il n'y a rien à faire. Et ça commence dès 18 ans. Le montant est 530 €. Dès 18 ans, un jeune adulte, c'est un adulte. Il a 18 ans, il est majeur. Et d'ailleurs, c'est versé à lui, hein, pas à ses parents. Hein. Donc à 18 ans, bah, il est majeur, donc il a son montant de 530 €. Avec ça, il se débrouille. Voilà, il peut commencer à vivre. Hein. Et puis si on veut se mettre en couple, on se met en couple. Alors qu'aujourd'hui, là je ferai une autre présentation un autre jour peut-être, mais c'est vraiment terrible de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se mettent en couple, perdent énormément financièrement. Donc tout ça, on vire. Maintenant, vous vous mettez en couple comme vous voulez. Si vous vous séparez, c'est votre affaire. Voilà, l'État n'a plus à intervenir là-dedans et il ne doit plus avoir de conséquences financières par rapport à ça. Voilà, ça c'était ma présentation introductive. Voilà. Merci Marc. Et Marcel. Je vous rappelle que vous pouvez faire circuler vos questions hein, vers la table des questions. Juste peut-être avant de prendre les questions de la salle ou par Zoom, peut-être que je peux demander à Marcel, est-ce que vous avez une question ou une remarque sur la présentation de Marc, et puis ensuite on fera l'inverse. Oui, mais c'est la question de la monnaie et de la finance. Donc, on voit bien dans le diagramme l'échelle de Maslow plutôt. Le socle en bas, c'est une solution pour essayer de permettre le socle en bas de bien vivre. Et dans les écrits du pape François, c'est un peu l'équivalent pour lui des 3 T, c'est-à-dire de la terre, du toit et du travail. Et voilà, la question que j'ai, c'est est-ce que ce n'est pas plus intéressant de rester sur les concepts de ce qui est nécessaire pour vivre que de le travailler par une sorte de solution financière, monétaire, qui permette de dire, ben voilà, on a, voilà, est-ce que c'est, voilà, c'était un peu cette discussion par rapport à une proposition de dire un accès à des soins de santé, un accès à une terre, un accès à un toit et le revenu universel ou l'impôt négatif, si on parle comme ça. Justement, par rapport à ça, je suis venu avec quelques numéros de la revue Projet qui viennent de sortir, c'est sorti. Et justement, c'est vraiment sur ce thème-là, c'est tous assister, la solidarité en débat. On a demandé à une dizaine de chercheurs en philosophie, en sociologie, qui travaillent sur la solidarité. Qu'est-ce que c'est quels sont les grands défis actuels de la solidarité, puisqu'on entend toujours, finalement, c'est un monde d'assistés. On en parlait ici. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez l'acheter, c'est 10 €. C'est à un prix particulier, mais je fais ma petite pub maintenant. Une réponse à ça, Marc? C'est pour ça que j'ai dit au départ que je suis un ingénieur, foncièrement. Moi, je ne suis pas un philosophe. Bon. On pourrait faire un discours de philosophie passionnant. Moi, j'ai des bons amis philosophes qui font des discours extraordinaires. Moi, je suis incapable de le faire. Parce qu'ici, tous les auteurs depuis 40 000 siècles, je ne sais pas faire ça. Par contre, je suis un ingénieur. Et quand je suis face à une machine qui ne fonctionne pas, je fais en sorte qu'elle fonctionne, quoi. Et ce que j'observe depuis pas mal d'années, c'est que le système ne fonctionne pas. Donc, il y a plein de bons sentiments, si vous voulez. Il y a plein de bonne volonté, il y a plein de choses très sympathiques, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'effets pervers. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas bosser. Enfin, ils sont aujourd'hui dans une situation où ils sont dans une case assistanat, ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent pas en sortir. Et ça me révolte totalement, quoi. Et donc, je dis, il faut faire sauter ça. Donc, le seul moyen de faire sauter, c'est de dire, OK, on vous donne à tout le monde ce socle. Avec ce socle, vous allez être debout. Une fois que vous êtes debout, vous pouvez faire des choses, quoi. Et si vous faites des choses, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Vous ne perdrez jamais rien à essayer quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, franchement, on perd tout le temps. Donc, les gens, ils disent, je perds tout le temps, et si je bouge, voilà, je ne bouge pas, quoi. Et, enfin, dans le livre, je cite ça à un moment, je parle du cas d'une certaine Nathalie, que je connais bien, qui m'a montré les courriers qu'elle a reçus des CAF pour expliquer, pour lui demander des pièces justificatives pour obtenir son RSA, pièces. Mais des trucs, mais quand on lit la liste, c'est pas possible, quoi. Donc ces personnes-là subissent comme une espèce de violence qu'il leur est faite. Et surtout, elle me dit, je fais hyper gaffe, je fais un petit boulot par-ci par-là, je déclare que la moitié.
le gars de Pôle emploi me dit, bon, en général, les gens déclarent la moitié. Parce que si vous déclarez trop, vous passez les seuils, et là, vous perdez votre RSA, vous perdez votre mutuelle, vous perdez tout. Donc, faites gaffe à être toujours en dessous, quoi. C'est aberrant, ce truc. Et donc ça, je lui ai dit, il faut sortir de ça. Donc, très concrètement, il faut un moyen technique précis qui fait que les gens vont être libérés de ce truc-là. Alors, avec votre vision d'ingénieur, est-ce que vous avez une question à poser à Marcel sur les propositions du pacte de pouvoir de vie, par exemple? Alors, en proposition du pacte du pouvoir de vivre, avec un petit groupe dans lequel je travaille qui s'appelle le groupe des convivialistes, je ne sais pas si vous connaissez un cahier et tout ça, bon, je pousse un peu à la roue pour que les convivialistes travaillent pour essayer de tirer des 90 les quelques mesures qui sortent du lot. Et donc, moi, j'ai envie de poser la question à Marcel Raymond, c'est-à-dire finalement, sur les 90, quelles sont les quelques-unes qui sont vraiment essentielles? Et puis les autres, tant pis, quoi. Participant au pacte du pouvoir de vivre des 60 organisations, c'est vrai que chacune des organisations, en plus, c'est un groupe. Je pense que nous, le CERAS, celle que nous mettons en avant et qui est peut-être alors un peu hors débat, c'est quand même les inégalités scolaires, disons. Donc, c'est l'inégalité à l'information, c'est toujours l'inégalité et les difficultés, elles arrivent tout au démarrage, disons. Voilà, et donc il n'y a pas de solution qui ne prenne pas en compte ce tout début. Et on a régulièrement, avec le Secours catholique, ou même avec ATD, par exemple, quand ATD, mais il y a déjà longtemps, ils ont fait un sondage, une enquête au niveau de ce que les familles pauvres d'ATD avaient comme souci majeur. Ce n'était pas des soucis financiers, même des soucis de travail, c'était qu'on ne nous enlève pas nos enfants. C'était ça. Donc, souvent, on a une vision qui n'est pas celle que les gens vivent, qui sont terre, travail, famille, enfin voilà, des choses assez précises. Mais si vous demandez à la CFDT, ce sera peut-être de remonter les salaires. C'est ça. Bien. Benoît, Olivier. Une réponse rapide, mais par rapport au revenu universel, une question, est-ce qu'il y a un impact sur le budget de l'État ou est-ce que c'est construit pour qu'il n'y ait pas d'impact? Et puis, est-ce que par rapport aux propositions, il y a des gagnants et on peut identifier des gagnants et des perdants? On prend tout ça. Une par une. Allez. Une par une. Oui, oui. Oui. Alors, l'impact au budget de l'État. Je sais pas. Effectivement. Ok. Ok. Donc le jaune, c'est les gagnants. Donc vous voyez, pour les personnes célibataires, on fait coupe du bas en rouge. Hein. Vous avez un peu de zone jaune ici. Donc là, il y aura un peu de gain. Mais c'est des gains, voilà, c'est 30, 40 euros, c'est pas grand-chose quoi, par mois. Hein. Donc c'est pas des gros gains. Pour les célibataires, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour les couples, les gains, ça sera de genre de 200, peut-être même 300 euros par mois dans certaines zones. C'est la zone jaune qui est là, qui est assez importante. Voilà. Donc ça, effectivement, les gagnants sont plutôt là. Les perdants, ça dépend du financement global. Si on reste sur 30%, effectivement, il y a un manque de financement qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Ces 20 milliards d'euros, ils se comptent facilement en mettant non pas 30%, mais 31,5%. Donc, si tout le monde dit, OK, bon, on ne sera plus 30%, mais on sera 31,5%, bon, globalement, on équilibre le truc. Voilà. Donc, bon, c'est une décision politique, bien sûr. Il faut que tout le monde dise, OK, au lieu de payer un taux à 30%, je paierai un taux à 31,5%. Bon, est-ce que c'est
Est-ce que c'est un drame ou pas? À voir. Mais là, du coup, on finance les cas actuellement qui sont maltraités aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, ouais, je reformule la question, c'est l'interprétation qui est faite, dire ceux qui ne sont pas dans le jaune vont gagner plus. Effectivement, que tout le monde va payer un peu plus. Hein, si on passe à 31%. Si on passe à 31%. Si on reste à 30%, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a un petit trou, on ne boucle pas tout à fait. Si on passe à 31,5%, tout le monde paye un peu plus. Et du coup, on peut financer le comblement des trous qui sont en jaune, quoi. Je ne sais pas si c'est assez clair c'est clair comme ça. Ouais. OK. Marcel? L'expérience du Secours catholique et de APD sur les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est que là, ce n'était pas de l'argent, c'était trouver du travail et de le financer par les aides. Mais il y a aussi la simplicité. Donc, voilà, ben, la personne est dans une commune, elle a du travail que la mairie lui donne et elle est payée pour ce travail. Mais la simplification a permis aussi d'avoir des réductions de dépenses. Dans le calcul, il y a aussi le fait qu'il y a peut-être moins d'administratifs. C'est possible. C'est difficile. Une autre question. Alors, ouais, il y avait une question autour de la valeur travail. Je m'adresse peut-être plus à Marcel Raymond, mais peut-être ensuite à Marc de Basquiat. On a l'impression d'une mise en retrait de la population par rapport au travail difficile, au travail dont il faudrait se débarrasser le plus vite possible. Est-ce que, à votre avis, pourquoi? Et puis, est-ce que la proposition de revenu universel ne serait pas une génération de feignants? Alors, donc, la valeur travail, donc pour la doctrine sociale, c'est clair que c'est entre guillemets, une co-création. Donc, c'est Dieu a fait le monde en 7 jours et le monde nous a été donné en héritage et il nous est demandé d'en prendre soin. Voilà. Alors, certains disent qu'ils nous ont demandé de l'exploiter, de le dominer. Donc, ça, c'est en fait, globalement, la valeur de travail, c'est quand même une mission importante qui nous humanise et qui retrouve aussi du fait que Jésus était fils du charpentier. Donc, il y a une valeur vraiment importante et sacrée du travail. Et moi, je milite. Alors, on a chacun nos militances, mais bon, je suis encore très, très loin. J'avais écrit au pape pour qu'il écrive ça, mais il ne l'a pas repris. C'est le sacrement du travail. On avait avant le sacrement du frère, qui est le sacrement du soin, c'est-à-dire le lavement des pieds. C'était le sacrement du lavement des pieds. Et dans le travail, il y a de l'ordre du sacramentel. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose. Il y a une communauté qui se construit, la communauté de travail. Il y a quelque chose qui naît. Voilà, et si on le fait bien, voilà, ça c'est pour moi la valeur du travail, c'est que ça permet d'exprimer notre humanité aussi, tant qu'il soit digne. Donc voilà, qu'il ne soit pas quelque chose qui casse l'humanité. Et alors, par rapport à la deuxième question sur est-ce que ça ne va pas faire une génération de fainéants ou d'assistés, ou je ne sais pas, c'est l'imaginaire qu'on a c'est pour ça que dans le projet, on parle de tous assistés, qui est un terme qu'on entend, alors qu'en fait, ça n'existe pas, tous assistés. Je veux dire, on se rend compte que c'est un processus aussi. Quand on rentre dans l'assistanat, c'est parce qu'on est bloqué à un moment donné. Bon, un exemple que moi j'ai vécu, c'est en Haïti. Les gens, on les a enfermés et puis petit à petit, ils ne sont pas capables de travailler parce qu'il y a de la violence, il y a tout. Donc, tout le contexte fait que finalement, comme on dit, si on veut travailler, on est renvoyé en disant mais non, il faut venir. Donc voilà, l'assistanat n'est pas un terme si clair que ça. Et donc dans ces philosophes, dans ces sociologues, dans ces académiques jusqu'à la solidarité, il n'y a rien de tout donné, ni dans la solidarité, ni dans l'assistanat. On n'est pas assisté comme ça. On se défend. Il y a tout un travail de quelqu'un qui dit, en fait, celui qui semble être assisté, c'est quelqu'un qui joue un jeu de rôle pour pouvoir se protéger par rapport à ce qu'il essaie de comprendre de l'administration.
Il fait, ben oui, excusez-moi, madame, enfin, on connaît ça. Ouais. Mais bon. Alors, est-ce que votre proposition désincite? Il y a tous feignants et le fameux appel d'air. Appel d'air, ok. Alors, tous feignants. Justement, ce que j'essaie de montrer tout à l'heure, c'est que c'est le système actuel qui enferme les gens qui les empêchent de travailler, qui prennent le RSO, ils signent un papier disant je m'engage, je ne vais plus travailler de ma vie. C'est le système actuel, c'est ça. La SS, quelqu'un, s'il dépasse un certain seuil, il perd la SS. Et celui est extrêmement mauvais, donc ils font gaffe. Quelqu'un qui est au RSA, il travaille un petit peu, il déclare le moins possible, de manière à ne pas passer le seuil. S'il passe le seuil, il perd sa mutuelle, il perd ci, il perd ça. Donc les gens, ils font gaffe. Donc, le système actuel, aujourd'hui, qui empêche les gens de sortir de leur trou, quoi. Donc, alors que l'universel, c'est universel, vous l'avez comme tout le monde, et quoi qu'il arrive, vous bossez autant que vous voulez, vous ne le perdrez jamais. Vous ne le perdrez jamais. Donc les gens, ils ne freinent pas. Ensuite, la question qui se pose, c'est maintenant, tiens, on donne 530 € à ces gens-là, on donne 530 €, maintenant ils sont tranquilles, c'est la belle vie, quoi, 530 €. Enfin, vous, il y en a beaucoup qui trouvent que 530 €, c'est la belle vie. Il n'y a jamais une main qui se lève quand je pose des questions. Jamais. Jamais quelqu'un me dit, 530 €, super, enfin, j'aurais aussi ma vie, quoi. Voilà, donc du coup, les gens, on dit 530 €, c'est un socle, avec ça, vous êtes debout, vous pouvez manger, bref, vous vous habiller, vous pouvez avoir un forfait Internet, voilà, bon. Maintenant, il faut faire des choses, quoi. Les gens, ils disent pas, j'ai 130 €, c'est fini, quoi. Non, c'est pas vrai. Je connais personne qui est dans ce cas-là, personne. C'est un mythe, ce truc, c'est un mythe. L'appel d'air. L'appel d'air. L'appel d'air, ça c'est une question que j'ai quasiment toutes les fois. L'appel d'air, c'est très court comme question. C'est-à-dire, est-ce que du coup, on va récolter toute la misère du monde? Bien sûr, est-ce que toute l'Afrique va débouler? Je vous dis là, super, il y a un revenu universel de 530 €, on déboule. Bon, je vous ai montré le slide sur les migrants. Un migrant qui arrive en France, il n'a pas le RSA. Pour demander le RSA, il faut être depuis 5 ans en situation régulière en France, donc situation régulière, et donc payer les impôts en France, voilà, il faut être dans une situation bien établie pour pouvoir demander enfin un RSA. Sinon, avant, on ne peut pas le demander. Donc, on ne l'a pas immédiatement. Et donc, les conditions actuelles de citoyenneté ou de résidence de longue durée sur le territoire seront maintenues. Ce n'est pas quelqu'un qui se pointe, il y a la lumière chez vous, ça a l'air sympa, je viens, je m'installe, puis je reçois 530 €. Ça n'existe pas, ça. Non, il y a forcément des conditions de citoyenneté, des conditions de régularité, ainsi de suite. Ça ne bouge pas, ça. C'est pas la raison que ça bouge. Quelques questions qui reflètent des inquiétudes sur les conséquences ou sur des effets pervers. D'une part, est-ce que individualiser le revenu universel n'est pas une mesure, des conflits plutôt comme une mesure antifamiliale? Parce que c'est individualisé, c'est que c'est pas familial. Autre risque perçu, notamment par rapport en prenant l'exemple des APL, les APL qui peuvent être attribuées sans condition de ressources, mais du coup, ça a un effet inflationniste sur les loyers. Donc, est-ce que vous avez, sur cet exemple-là, peut-être au-delà de ces exemples-là, identifié des éventuels effets pervers? Ok. Alors, ça, c'est un problème de français. Je n'ai pas de grammaire, mais c'est un problème de français. Dès qu'on prend ce mot individualisé, certains entendent « Ah, vous êtes contre les familles ». Ça a été dit, c'est comment ça a été écrit. Alors que si on est familialisé, ah, vous êtes pour les familles. Voilà, on contre les familles, par opposition. En fait, la réalité des dispositifs est juste l'inverse. Quand vous êtes au RSA, vous êtes seul, vous êtes un individu tout seul au RSA, vous avez 530 € par mois. Si vous vous déclarez en couple, marié, pacsé, concubin, n'importe quelle situation, vous déclarez étant en couple. On dit, ah, les en couple, ah, c'est plus 530 fois 2, hein. Non, ça sera 530, 730 pour les deux. Donc, quand on est pauvre, le fait de se déclarer famille fait que vous allez recevoir moins. Expliquez-moi en quoi cette familialisation est au bénéfice des familles.
Donc, pour les pauvres, se déclarer famille, c'est recevoir moins. Donc, quand j'individualise pour les pauvres, je leur donne plus. J'individualise la prestation pour qu'ils aient x2. C'est ça que ça veut dire, individualiser. C'est-à-dire qu'on va donner x2. Alors que si on familialise, ça sera x1,5 ou 1,3 ou 1, quelque chose. Ce n'est pas x2. Donc, familialiser, c'est un vocabulaire, familialiser pour les mécanismes sociaux, c'est donner moins que s'il y avait 2 personnes. Voilà, c'est pour ça que quand j'entends souvent, tiens, individualiser, c'est anti-famille. Bah non, c'est juste l'inverse, en fait. C'est juste l'inverse. Et la deuxième question, inflationniste. Est-ce que, alors je ne sais pas si je comprends la question, mais est-ce que donner le revenu universel à tout le monde, est-ce que c'est inflationniste? À ce montant-là, 530 €, c'est le montant actuel, ça n'aura aucun effet d'un point de vue inflation. C'est quasiment la masse actuelle, c'est neutre d'un point de vue inflation. Ça crée de l'inflation quand on est sur un marché qui est contraint. Typiquement, sur le logement, il n'y a pas assez de logements. Donc, si on donne de l'argent aux gens pour qu'ils se logent, ils auront plus d'argent. Et comme ils veulent se loger, mais qu'il n'y a pas beaucoup de propositions, ils vont payer plus cher parce qu'ils essaient de payer plus cher pour se loger, si on donne de l'argent. Donc, les aides de logement, oui, c'est vrai, sont inflationnistes. Par contre, si c'est de l'argent qu'on donne pour que les gens achètent de quoi se nourrir, ils vont dans n'importe quel magasin, ils achètent tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'inflation. Mais ça fait une différence entre un marché contraint comme le logement et un marché de la consommation qui est totalement ouvert. On arrive à la fin de notre soirée. Une dernière question? Une qui c'est pour les deux. 500 € de revenu universel. Est-ce qu'on est bien par rapport au titre de notre soirée sur le revenu digne? Est-ce que ça correspond à un objectif de revenu digne? Alors, dignité, alors je serai répondre après, pour le risque. C'est certain que dans le pacte du pouvoir de ville, la première ligne, c'est de dire voilà, il faudrait revaloriser pour arriver à 900 €. C'est certain que 900 €, c'est beaucoup plus que 530. Ça, je suis bien d'accord. Ça, c'est certain que c'est à un niveau, c'est beaucoup plus attirant. Hein, ça. Bon, moi, je suis un gars, encore une fois, ingénieur, donc moi, je vous dis ce qui est faisable. Voilà. Si quelqu'un me dit qu'on peut faire 900 €, bah, je m'en pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'actuel. Je ne dis pas qu'elles sont brillantes, hein, je ne dis pas ça, mais je dis ça, au moins on sait qu'on sait le faire. Après, si le collectif dit tiens, si la population française dit tiens, ben nous on donne 530 €, honnêtement, c'est un peu court, il faut qu'on donne plus. Ok, donc on passe de 530 à 560, donc il faut passer de 31% à 32%, voire 33% de prélèvement. Ok, c'est un choix. Mais forcément, le niveau de l'allocation, ben, forcément, il y a un niveau de prélèvement qui va avec. Hein. Si on passe à 600 €, il faut passer à 35 €, à 35%. Ben oui, un peu le truc. C'est une décision citoyenne. J'ai noté que l'idée n'était pas que les gens se contentent de ces 500 €, mais qu'ils y trouvent une incitation à travailler ou plus de facilité oui. à trouver un travail pour vivre dignement, justement. Marcel, oui, le revenu, c'est des questions difficiles parce que quel est le revenu digne? Et comme je le disais tantôt, la question de la dignité, c'est quelque chose qui n'est pas monétarisable facilement. C'est ce que disait Pie 11 là, en 1930. Il faut prendre en compte tellement de choses. Et c'est sûr que même avec le SMIC, on est avec l'INSEE en tant que statisticien, on voit que ça ne permet pas de temps en temps d'acheter ce qu'une famille normale qui voudrait vivre dignement, ben, pour certains, il faut avoir une voiture, pour d'autres, il faut avoir un téléphone, pour d'autres. C'est très compliqué de fixer quand on est sous le seuil de pauvreté ou quand on ne l'est pas. Ce qui est certain, et là, tous les statisticiens le disent, c'est que Esther Duflo, entre autres, et d'autres, disent il y a des seuils dans lesquels on est sur une pente descendante, glissante, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois, on n'arrive pas, et donc on s'endette, on a de plus en plus de mal, et le même seuil, mais pas beaucoup plus loin, on est sur une pente montante, c'est-à-dire on arrive à capitaliser un peu, et chaque mois on fait un peu de côté, et on commence. Donc, comme dit Saint Matthieu, ceux qui ont, on leur donne, et ceux qui n'ont pas, on leur enlève même. Mais ce basculement entre la difficulté, la précarisation et l'autre, la capitalisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avoir une protection, c'est très, très sensible. Et par exemple, lors du Covid,
Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en dessous du seuil et qui ont dû prendre leur épargne. Donc, le revenu digne, c'est un revenu qui permet de capitaliser, c'est-à-dire qui permet de mettre de côté un tout petit peu, suffisamment pour ne pas être fragilisé à la moindre. C'est de nouveau à partir saine, c'est de pouvoir résister aux aléas du temps. Et c'est pour ça que nous, le pape avec le toit, la terre et le travail, c'est aussi l'accessibilité à des systèmes, des filets de protection. Par exemple, on est malade, on ne doit pas être riche pour aller à l'hôpital. Voilà. L'école, on ne doit pas être riche pour mettre ses enfants à l'école. Voilà. Une dernière, deux questions. Non. Une seule. Il y en a une sérieuse, puisque Marcel s'est juste interrompu avant de parler de Gaël Giraud. Donc, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous avez des différences par rapport à Gaël Giraud sur cette question du revenu universel? Et la dernière question, c'est plutôt un clin d'œil pour Marc et Pascal. Vous n'avez jamais pensé à faire votre film sous forme de BD? Ça a beaucoup de succès. J'avais repris cet article de Gaël Giraud parce qu'il était dans et que je voulais un peu voir sa position. Je dois avouer que c'est très, c'est une vue très surplombante de la question. Le revenu universel dans un monde fini. Et donc, il part du principe qu'il n'y ait plus de ressources matérielles suffisantes pour avoir de l'électricité. Et donc, à ce niveau-là, il y a une intensification du travail. Donc, on a besoin de beaucoup de travail. Donc, à ce moment-là, le revenu fixe, le revenu universel prend une autre ampleur, disons. Mais il termine quand même par la même phrase que celle du pape, qui est du travail pour tous. Voilà, et ceux qui veulent en savoir plus peuvent acheter le numéro de décembre 2020 de la revue Études et vous aurez l'intégralité de l'article de Gaël Giraud. Alors, la BD? Oui. Gaël Giraud, il a tendance, quand il parle du revenu universel, à dire que c'est une très bonne solution pour les pays pauvres, mais que dans les pays riches, il y a déjà plein de choses, donc c'est peut-être moins important. Sans quoi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'avoir plein de trucs que personne ne comprend, ce n'est pas une bonne solution. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un truc simple que tout le monde comprend. Qu'on soit pays riche ou pays pauvre, ça ne change rien. Il faut que les citoyens comprennent le dispositif. Et ça, Gaël Giraud, il n'est pas trop là-dessus sur les pays riches. Et sinon, pour la BD, oui, effectivement, le Swift Project, là, Jean Jancovici fait des trucs extraordinaires. Alors, effectivement, la BD, ce serait génial. Si parmi vous, il y a des gens qui font des BD, je suis très intéressé. Je ne sais pas faire. Hein. Voilà. Désolé de vous dire qu'aux Semaines sociales de Rueil, il n'y a pas de dessinateur connu jusqu'à présent, mais peut-être certains vont se déclarer. Donc, merci beaucoup aux intervenants. J'espère que chacun y aura trouvé de quoi nourrir sa réflexion et son engagement. Si tout va bien, vous trouverez les derniers avis. Vous avez naturellement la possibilité d'adhérer à les associations pour 20 €. Benoît Vallat, notre trésorier, se tient à votre disposition. Et puis donc, nous avons la librairie dédicace qui est présente. Et donc, merci encore à elle. Il y a un certain nombre d'exemplaires du livre de Marc Basquiat qui pourra donc dédicacer aux amateurs s'il y en a. Voilà. Et puis, vous trouverez donc aussi des exemplaires de la dernière revue Projet pour 10 € seulement. Et enfin, un verre de l'amitié vous attend en tout cas ceux qui sont dans cette salle. Et donc, encore une fois, merci à tous pour votre présence et bonne fin de soirée. Merci. Marc avait prévu que